Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critflix. On est en décalé comme d'habitude, on est sur YouTube comme d'habitude, ça devient une habitude. Bonjour David, comment vas-tu? Eh bien bonjour David, bonjour à tous. Au taquet, on a hâte de vous parler du nouvel Astérix qu'on a vu tous les deux. On sait que c'est le film qui va faire beaucoup parler ces prochaines semaines et du coup ça nous paraissait important de l'évoquer et moi je suis super content de le débriefer parce qu'on a 1000 choses à dire et l'actualité ciné, télé, série elle est assez dense cette semaine encore donc on fait bien de se retrouver tous les vendredis avec vous. C'est ça, et en plus cette fois-ci je vais compter sur toi parce que comme vous pouvez le voir sur YouTube, je n'ai absolument aucune fiche. Cette émission a été préparée au dernier moment. Moi j'en ai plein. Voilà, mais David a toujours son petit cahier sur lui et son petit télé-loisir, donc tout va bien, on va pouvoir vous donner toutes les infos. On a deux petites news à vous faire, comme tu le disais, on va parler d'Astérix, et ensuite on passera du côté télé où tu nous réserves plein de belles choses et plein de surprises, ainsi que les chiffres, hein, beaucoup de Évidemment. chiffres. On est parti pour les news. Eh ben écoute, je vais attaquer ces news tout de suite parce que c'est toi qui les as préparées et j'ai juste à la dire. Donc du coup, on a appris très récemment que Prime Video avait acheté les droits pour une série télévisée, du coup Tomb Raider, tirée des derniers jeux vidéo qui étaient sortis sur PS3, PS4 et PS5. Tout à Donc fait. voilà, on aura aussi également, de ce qu'on a appris, une série de films qui seront connectés. Donc le but est de créer un espèce d'univers complètement connecté de Tomb Raider, qui concernerait, je suppose, les aventures de Lara Croft, et peut-être des spin-offs qui concerneraient des personnages secondaires. Oui, voilà, c'est vraiment un gros chèque visiblement qui a été sorti là du côté de chez Amazon. On rappelle que la version Alicia Vikander aura été qu'un one-shot, hein. Il Ouais. avait été annoncé une série de films de base et en 2018, finalement, ça n'a pas été le succès escompté, et public et critique, qui n'avait pas forcément été très bon. Et ce sera une scénariste de choc, puisqu'il s'agit de Phoebe Waller-Bridge, qui sera vraiment la grande instigatrice de ce Tomb Raider universe à l'écran, pourrait-on dire. C'est la scénariste principale de la série Killing Eve, et surtout Fleabag, qui avait été un véritable carton. Elle a également participé à l'écriture du dernier James Bond, Mourir peut attendre, qui a été salué tant par sa qualité d'image que par son scénario justement. Et elle est aussi actrice, et on la verra notamment dans Indiana Jones 5, qui sortira en juin prochain. Par contre, elle a déjà prévenu qu'elle ne jouerait pas dans la série, qu'elle serait juste là, vraiment présente à fond sur le scénario. C'est plutôt une bonne nouvelle, moi, de savoir qu'ils ont commencé par recruter une scénariste. Ouais. Je me dis, quand même, ça reste quand même un point important, parce que, certes, la réalisation n'était pas brillante sur les premiers opus, mais les scénarios étaient relativement plats, ce qui me dérange un peu, moi, en tant que fan du jeu vidéo, qui était à la fois des jeux d'aventure, mais aussi ce côté Indiana Jones Ouais. féminin était vraiment très très intéressant. Par contre, il faut noter que ni Amazon ni Phoebe Waller-Bridge n'ont validé cette information, donc l'ont commenté. Donc plus qu'une info, on va dire que c'est une rumeur insistante, persistante, bien que les journalistes qui ont sorti cette info semblent avoir des sources béton. Ouais. Donc on va dire que ça sent quand même bon pour ce nouveau Tomb Raider. On a quand même ces informations de journaux solides, hein, Oui, comme tout à Hollywood fait. Reporter, Écran Large, voilà, donc c'est quand même, c'est bien plus qu'une rumeur, là, on a juste à attendre, je pense, la signature du contrat, mais ça devrait se faire dans les semaines ou voire les jours à venir. Oui, d'autant qu'Amazon dit, enfin, d'autant que les bruits qui courent chez Amazon plutôt, parce que c'est pas encore une voix officielle, l'idée c'est vraiment, avec déjà The Last of Us, de surfer un peu sur Complètement. le jeu vidéo à succès, avec des grosses licences, hein. Tomb Ouais. Raider c'est connu dans le monde entier, en se disant que c'est vraiment le type de série qui peut faire venir du monde sur la plateforme, mais je pense que c'est plutôt une bonne idée. Mais surtout un travail de qualité, parce qu'on connaît finalement les derniers qui avaient eu, enfin pas les derniers, mais les premiers justement Ouais. qui avaient eu de Tomb Raider, avec Angelina Jolie, qui avait vraiment pas plu au public, encore une fois, on avait beaucoup de mal à l'époque à faire des adaptations de jeux vidéo. On C'est voit ça. que tout doucement, on arrive à faire quelque chose de cohérent, on le voit avec beaucoup d'adaptations, et donc là, on attend le point culminant, et ça a l'air d'être The Last of Us depuis Ouais. quelques semaines. Et puis c'est Tomb Raider, je trouve que c'est une source scénaristique inépuisable en fait, Ouais. puisque c'est de l'exploration. Alors dans les jeux vidéo, hein, elle va être aussi bien au Tibet, en Mm. Russie, en Amérique du Sud, C'est ça. avec tout un tas d'intrigues qui sont chouettes. D'ailleurs, les scénarios des derniers Tomb Raider, hein, depuis le reboot de 2013, sont quand même assez sympas. Ouais. Donc il y aurait vraiment de quoi faire, même si encore une fois la version 2018 s'était inspirée du premier Tomb Raider, et pour le coup, si le jeu est vraiment cool, le film était assez moyen, donc c'est une mine, on va dire, inépuisable ou presque de scénario. Va juste falloir que ça se passe bien, mais on fait confiance à Amazon, je pense qu'ils savent qu'ils ont pas à se planter là-dessus. Ouais. S'ils se plantent, là, pour le coup, ils misent vraiment beaucoup là-dessus, mais encore une fois, on va faire confiance à sa scénariste. On passe à notre deuxième news et on va revenir sur un acteur que tout le monde adore et qui a hâte de revenir à l'écran. Tobey Maguire apparemment serait prêt à revenir pour un Spider-Man. Et ben voilà, il serait prêt à revenir en tant que Spider-Man. Il y a une interview vraiment, vraiment très très intéressante
de Tobey Maguire qui a été révélé il y a quelques jours, et dans lequel il dit qu'il adorerait revenir en tant que Spider-Man dans un prochain film. Alors évidemment, pas forcément un Spider-Man 4, hein, le sujet, le thème serait quand même assez curieux, mais pourquoi pas de revenir, dit-il, dans une nouvelle suite de Spider-Man du MCU, puisque il a même avoué, lui, que quand on est venu le chercher du côté de chez Sony pour lui proposer de reprendre le costume, la première chose qui lui était venue en tête, c'était « Ah ben, il était temps ». C'est-à-dire que vraiment, il n'attendait que ça, de revenir en tant que Spider-Man. Et bah évidemment, c'est pas pour me faire bouder mon plaisir à moi, puisque je suis ultra fan des 3 premiers, de Sam Raimi, et quand je l'ai revu à l'écran, j'avoue que pour le coup, c'était certes que du fanservice, mais que ça a été super efficace pour moi. Et quand on lui demande « Est-ce que tu serais prêt à faire un nouveau film Spider-Man ou à réapparaître dans un film ?», il dit « Je répondrai évidemment oui. Dites-moi pourquoi je n'aurais pas envie de le faire. J'apprécie ce qui a été partagé dans ce film avec les autres. J'adore les histoires des autres Spider-Man à l'écran, et je me dis que y mettre mon histoire aussi, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, et j'espère vraiment avoir une chance d'y revenir. Il y a des choses personnelles, qui sont des sortes de résolutions ou une façon de revoir mon Spider-Man, je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai très très envie de revenir, et je ne veux pas dire que ce fut une manière de refermer ce chapitre de ma vie, mais plutôt de le revisiter en apportant des réponses. Pour lui, vraiment, Spider-Man No Way Home, avec son retour, c'est pas du tout conclusif. Il ne pense pas que cette apparition, elle soit là pour conclure son histoire en Spider-Man, mais au contraire, peut-être pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc évidemment, on attend ça avec impatience. Oui, complètement. Puis il représente un peu le vieux Spider-Man, quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que dans No Way Home, il avait ce côté un peu Spider-Man dépressif, Oui, celui qu'on pouvait ouais. connaître justement dans New Generation qu'on a eu en 2018, C'est vrai. où on avait ce Spider-Man avec sa femme qui l'avait quitté, etc., etc. Alors que celui de Andrew Garfield était un petit peu plus jovial, un petit peu plus dans le speed. Donc c'est vrai que ça peut donner des espèces de Spider-Man complémentaires sur des films où ils se croiseraient, justement comme le New Generation 2 qui arrive bientôt, Ouais. avec des multiverses. Après, c'est très compliqué chez Marvel, à mon avis, en tout cas au niveau du MCU, de recréer des multiverses encore une fois, à voir ce qu'ils vont faire. Mais je pense effectivement à suivre chez Sony, ça peut être un peu des caméos aussi. Ouais, complètement. Par moment, il part dans un autre univers. Mais après, il faut quand même pas oublier que ça a été un succès mondial incroyable. Hein. Faut rappeler les chiffres des entrées en France qui étaient vraiment incompréhensibles. Presque personne ou presque n'imaginait de tels scores au box-office. Ça a été le gros carton de l'année 2021. Et je pense que, évidemment, hein, quand il y a des sous-sous derrière, on va pas se mentir, ça donne envie aussi aux producteurs de films de faire de nouvelles choses. Et pourquoi pas avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, etc. Donc, affaire à suivre. Complètement. Et si tu le permets, David, j'ai une petite news bonus, très rapide pour nos internautes qui nous regardent et nous écoutent. J'ai vu ça il y a quelques minutes. C'est Eddie Murphy qui a lancé un appel du pied à DreamWorks. Figurez-vous qu'il n'est pas spécialement Oui, très j'ai content vu ça. du fait que le Chapeauté 2 soit sorti était un succès. Alors il s'en réjouit, mais pour lui, l'âne est beaucoup plus drôle que le Chapeauté, et il veut absolument que DreamWorks fasse un spin-off sur l'âne de Shrek. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a fait réagir un tout petit peu, mais je crois que l'info elle est sortie il y a quelques heures. Alors évidemment, quand vous nous regardez, vous, ça fait quelques jours. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet aussi de se dire que DreamWorks renaît un peu de ses cendres avec le Chapeauté 2. J'ai vu qu'il était encore à l'affiche dans plein de salles en France et qu'il marche toujours bien. Ouais. Alors, bonne ou mauvaise idée, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, c'est un appel du pied. Faut dire qu'Eddie Murphy, on le voit plus beaucoup en ce moment à la télé aussi. Oui, c'est ça, il y a un peu de ça. Et puis il s'est fait un peu remarquer aux Oscars aussi avec son petit discours. Pas aux Oscars, aux Golden Globes avec son petit discours. Donc pourquoi pas, après DreamWorks, ils sont assez doués pour les spin-offs en général. Ça peut donner quelque chose de sympathique. Après, je vais t'avouer que moi je préfère le Chapeauté que l'âne de Shrek. L'âne de Shrek n'est rien sans Shrek. Donc... Voilà. Mais bon, avec je sais pas si pour ceux qui l'ont vu, mais la fin du Chapeauté 2 annonce éventuellement une remise à niveau aussi de la licence de Shrek. Donc pourquoi pas faire revenir Eddie Murphy à ce moment-là. Et moi, je mets quand même un tout petit bémol. Ce sera pour nous en France, avoir une pensée à la mémoire de Med Hondo. Med Hondo, c'est le doubleur d'Eddie Murphy et le doubleur de l'âne dans Shrek. Et c'est une voix, j'allais dire inimitable, non, parce que des tas d'humoristes et d'imitateurs limite en disant j'imite super bien Eddie Murphy. En fait, c'est Med Hondo qui imite, et c'est vrai qu'il nous a quittés il y a quelques années. Il était pas très âgé d'ailleurs, et avoir une pensée pour ce grand monsieur du doublage qui va forcément nous manquer si un jour il y a vraiment un film sur l'âne. Complètement, oui, c'est ça le problème, c'est que s'il y a une reprise en VF, ça va être très compliqué de récupérer l'ambiance qu'il y avait dans les 2 premiers, enfin les 4 premiers Shrek. 4 premiers. Il y en a 4. Il y en a 4, ouais. Tu vois, je me suis arrêté au 2e tellement c'était pas possible de voir les 2 autres. Mais voilà, en tout cas, oui, pourquoi pas revoir l'âne tout seul, je suis pas certain. Ouais, je suis pas sûr non plus. Il y avait quand même plus de potentiel chez le Chapeauté, mais voilà. C'était la petite news bonus.
Eh ben, on va arrêter les héros tout seuls et on va partir sur les héros en duo, puisqu'on va passer à notre sujet principal et on va parler d'une force du box-office, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, à l'heure où nous vous parlons, le film est sorti depuis 2 jours. Nous sommes vendredi, il est sorti ce mercredi 1er février. Très attendu, hein, Astérix et Obélix, c'est quand même la grosse production française de cette année 2023. Guillaume Canet, Gilles Lelouch, un énorme casting, pas forcément que des acteurs, Aurel San, Angèle, ce genre d'acteurs. On a Big Flo et Oli également, Jonathan Cohen qui a été énormément présenté lors de la bande-annonce parce qu'il fait partie intégrante du scénario. Que vaut cet Astérix, ce nouvel Astérix? Alors à chaque fois on attend un Astérix au tournant parce qu'on connaît Mission Cléopâtre qui a eu un succès autant critique qu'au box-office et forcément c'est à chaque fois beaucoup de questions quand on voit un Astérix débarquer. Là, le duo Canet-Lelouch est connu pour ne pas forcément plaire à tout le monde. On a pu le voir toi et moi en avant-première. On a eu cette chance, comme beaucoup de Français d'ailleurs, oui. Puisqu'on peut l'annoncer, le film a été a cartonné au box-office, hein, juste pour les avant-premières, donc on n'a pas encore les chiffres de ce mercredi 1er février, mais en tout cas pour les avant-premières du 29 janvier, il a absolument tout cartonné, et il est premier du box-office de la semaine dans laquelle il a été présenté. Alors, je vais te laisser commencer. Dis-moi ce que tu as pensé de ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est difficile de répondre de but en blanc à ta question de manière directe. Je vais juste, pour les gens qui nous écoutent, dire un petit mot sur mon rapport à la saga, parce que je pense que c'est important de recontextualiser pour comprendre mon avis. Mon Astérix préféré, moi, c'est le tout premier. C'est Astérix et Obélix contre César, ouais. Que j'avais vu à l'époque au cinéma, enfant, avec mes parents, en famille. C'était un super souvenir. Je dis ça parce que j'ai conscience que le meilleur, c'est Mission Cléopâtre, mais c'est pas forcément mon préféré, ouais. Parce que quand Mission Cléopâtre est sortie, j'avais 13-14 ans, et c'était vraiment l'enfant, l'ado, qui lit des BD Astérix, qui avait pas vraiment l'habitude de l'humour des nuls, ouais. Et qui a été confronté, du coup, à un film qui ressemblait pas trop à sa BD, ou à ses BD, ou à ce qu'il avait l'habitude de voir, les 12 travaux, des choses comme ça. Tout à fait. Aujourd'hui, avec le recul, j'adore Mission Cléopâtre, mais c'est vrai que la nostalgie marche plus sur le précédent, et voilà. Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que je sais que beaucoup de gens veulent le comparer à Mission Cléopâtre parce que c'est leur préféré. Et moi je le dis, c'est le meilleur, mais c'est pas forcément mon préféré, donc du coup j'ai moins cette tentation-là. Mais c'est vrai que, en plus, c'est le seul qui n'a pas été approuvé par alors l'un des deux du duo. Oui, Uderzo. Avec Uderzo qui avait dit que justement c'était le seul qu'il ne considérait pas comme un Astérix parce qu'il ne respectait pas forcément la BD. Ouais. Alors à l'époque, il y a des blagues qui m'avaient fait mourir de rire. Hein. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque, par exemple, j'avais trouvé ça génial, mais c'est vrai que j'avais été un petit peu décontenancé. Astérix aux Jeux Olympiques de 2008, je le déteste, mais vraiment, je l'aime pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas. Et je fais partie des rares qui défendent la version 2012 au service secret de Sa Majesté. Qui était pas si ridicule que ça. Qui était assez bon enfant et que j'avais plutôt apprécié. Donc j'allais voir cet Astérix et l'Empire du Milieu avec beaucoup d'appréhension sur le duo Canet-Lelouch. Parce que Guillaume Canet, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est un acteur que j'apprécie. J'ai eu l'occasion de le croiser à Caen en 2019. Très sympathique. Il m'a paru très sympathique, même si je ne sais pas s'il l'est vraiment dans la vie. Mais en tout cas, voilà, c'est un acteur que j'avais trouvé sympa. Mais lorsque les premières images du tournage sont sorties... Alors, comme le dit très justement Gilles Lelouch dans une interview que j'ai entendue aujourd'hui, ce qui a été dur pour lui, c'est qu'il y a déjà eu plein d'Astérix, mais il n'y a eu qu'un Obélix. Oui. Il n'y a eu que Depardieu. Oui. Donc voilà. Mon avis, comme ça, de but en blanc sur le film, il est difficile à dire. À plein de moments, je me suis dit, et à plein de moments, je me suis dit, c'est pas si mal. Donc, je suis assez mitigé, mais je vais dire que j'ai quand même un avis plutôt positif au final. On reviendra, je pense, sur plein de détails ensemble, mais quelques qualités que j'ai trouvées au film, le visuel. C'est le plus bel Astérix. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais heureusement, entre guillemets, puisque le précédent date de 2012, donc il avait quand même 11 ans. Il faut savoir que c'est 4 ans de tournage, cet Astérix-là. 65 millions d'euros. 65 millions d'euros de budget, donc je l'ai trouvé très beau. J'ai trouvé la musique incroyable. Oui. Le thème, c'est M, Mathieu Chédid, qui a fait les musiques, j'ai trouvé super. Et je dois dire que finalement, c'est un Astérix qui prend un petit peu plus la partie de l'émotion que de l'humour comme les précédents. Ouais. Et j'ai plutôt apprécié ce côté-là. Une mise en avant d'Obélix. Voilà. Ouais, une mise en avant d'Obélix. Vraiment. En point positif, je dois dire Gilles Lelouch en Obélix, justement, que j'ai trouvé finalement pas si mal, mais on n'est pas d'accord. Alors je suis allé le voir avec ma compagne qui nous écoute si elle se reconnaît, qui m'a dit à la sortie, j'ai pas arrêté de me dire,
essaye pas d'imiter Depardieu. Et c'est vrai qu'à plein de moments, et ça je m'en suis rendu compte, il imite Depardieu. Mais voilà, c'est un point positif. Moi j'ai trouvé Gilles Lelouch plutôt convaincant, Guillaume Canet j'ai eu plus de mal. Oui. Déjà d'un point de vue simplement morphologique, Oui. Astérix, enfin Clavier est beaucoup plus petit que Depardieu, ça fonctionnait aussi comme ça avec Édouard Baird qui avait été un petit Mais peu... même le travail du visage, Ouais, voilà, Canet a l'air d'être beaucoup plus caractériel, alors qu'Astérix normalement est un personnage plus posé de ce oui. que je connais des BD. Alors- Moi, je suis moins lecteur que toi, mais moi, ça se ressent un petit peu plus dans le domaine des dieux, enfin les films faits par Astier, où on sent qu'Astérix est un petit peu plus caractériel Ouais. comme personnage, mais c'est vrai que c'est pas l'habitude des Astérix que moi j'ai eu Ouais. dans les anciens films et dans les BD que moi j'ai lus. Et donc, sur les points positifs, vraiment l'émotion qui fonctionne dans le film. Ouais. Les points négatifs, j'ai trouvé le film peut-être un peu long. Ouais, 1h50 c'est trop. On aurait pu avoir 10 minutes de moins, je pense. Bah, c'est dû au caméo. Voilà. Alors, il y a ce que je déteste dans Astérix, c'est aux Jeux Olympiques, en partie, parce que je déteste des milliers de choses de ce film, mais c'est qu'on nous avait annoncé plein de stars, Mm. et qu'au final, les stars n'arrivent qu'à la fin. Il y a une espèce de scène pré-générique, Ouais. où ils sont dans un temple en Grèce, et là, il y a Schumacher, il y a Zidane, enfin, je sais plus, il y a plein de gens qui arrivent, Ouais. et pour moi, ça n'avait aucun sens. Là, finalement, j'étais rassuré de voir que tout ce star service système qu'on nous vendait, c'était que des caméos finalement. C'est-à-dire que Big Flo et Oli, McFly et Carlito, ils ont des tout petits rôles et c'est finalement assez bien comme ça. Il y a que la partie Zlatan, on y reviendra je pense après, mais je trouvais que Zlatan servait à rien ou à peu de choses. Ça aurait pu être un caméo drôle, mais c'était trop long pour moi. Donc la durée du film, donc quand je dis durée trop long, ça veut dire que le rythme n'était pas très bon parce que je pense que un film comme Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui fait 3h10, il est très long, mais le rythme est tellement bon qu'on s'en rend pas compte. Donc c'est aussi ça. Donc mon principal défaut, c'est le rythme. J'ai pas énormément ri, à part à quelques blagues, mais encore une fois, vu que c'est un Astérix qui prend le défaut, qui prend le pli d'être plutôt tant dans l'émotion que dans l'humour, ça passe. Et puis bah voilà ce problème d'incarnation, effectivement, où ben, c'est pas facile d'incarner. Alors, autant il y a des gens qui s'en sortent très bien, je trouve que Vincent Cassel en César est top. Ouais. Marion Cotillard en Cléopâtre, j'étais surpris, mais ça lui va bien. Bah oui, ça marche bien. Ouais. Et même des gens comme Angèle en Falbala, voilà. Toute la partie village, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont rien à foutre là, je trouve. Le AG Canonix, Ouais. Ridicule. D'ailleurs, qui joue H. Canonix, je sais pas. Je ne sais J'ai pas, reconnu. j'ai pas reconnu l'acteur, mais j'ai trouvé que les 2-3 fois où on le voyait à l'écran, il fait que marmonner ou il fait des et en fait on ne sait pas qui c'est, ça sert à rien, c'est juste pour le faire apparaître à l'écran. Moi qui suis un grand fan, malheureusement, j'ai pas aimé Commandeur en chef du village. Il y a des fois où on se dit, bah ça marche pas quoi. Ouais, j'ai du mal à l'imaginer en Abrara Coursix aussi. Abrara Coursix, ça peut paraître bête de dire étrange, mais c'est un de mes personnages préférés de la BD. Il est super drôle, et son côté, alors pour le coup, Audrey l'a mis en bonne mine. Oui, cool. ça marche très bien. Et là, je me suis dit, bon, et alors, c'est aussi pour ça que j'adore le premier, c'est pour son casting, et je trouve que Michel Galabru en Abrara Coursix, il était extraordinaire. Ouais. Donc, je terminerai par ça en disant un dernier petit point négatif, mais qui est inhérent aux 4 précédents aussi. C'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans le premier, c'est que ça se passe au village, que les personnages du village ont une vraie place dans le film, et que les enjeux tournent autour de ce village. Et en fait, dans les BD Astérix, c'est un peu une fois sur deux. Je schématise beaucoup. Mais une fois sur deux, ça se passe, il y a des trucs dans le village, il se passe un truc au village. C'est aussi un peu dans les films d'animation, je pense au Domaine des Dieux, ça se passe juste à côté, ou Astérix et les Vikings, etc. Une fois sur deux, on va dire que c'est au village, et une fois sur deux, c'est Astérix et Obélix qui partent en aventure. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que Mission Cléopâtre, c'est aussi un défaut qui m'avait beaucoup gêné au début dans le film, dans Mission Cléopâtre, c'est qu'au début du film, Jamel vient dans le village, puis ils partent tous les trois, et on ne voit pas les autres personnages. Il n'y a pas Abrara Coursix, il n'y a pas H. Canonix, il n'y a pas Falbala. Donc, ils partent, il n'y a pas le village, ils partent en aventure. Astérix aux Jeux Olympiques, ils partent faire les Jeux Olympiques en Grèce. Astérix au service secret de Sa Majesté, ils partent en Angleterre. Et là, ils partent en Chine. Et je trouve dommage, c'est que dans les BD, c'est une fois sur deux. Et là, effectivement, je pense qu'on a aussi cette sensation que le village sert à rien, parce que, y compris Panoramix, Pierre Richard, qui est génial en Panoramix, part pas avec eux, comme c'est le cas dans Mission Cléopâtre. Et du coup, je trouve ça dommage, moi, parce que il faut, je pense que c'est plus bankable de se dire on va partir loin, on perd ce côté communauté de ce petit village. Il faut pas oublier que c'est cinématographique aussi, c'est pour correspondre à des marchés internationaux. Oui, là, c'est clairement pour le marché chinois qui va peut-être pouvoir recevoir le film parce qu'on parle de la Chine. Alors, sachant que j'ai vu dans le documentaire de TF1 qui était diffusé sur TMC, une interview d'Alain Attal, qui est le producteur du film, et on lui dit donc que le film n'a pas pu être tourné en Chine à cause du Covid,
Il dit oui, effectivement, on avait prévu de tourner en Chine et le Covid nous a brisé ça, mais surtout une chose, c'est que quand les autorités culturelles chinoises ont vu le film, elles l'ont très mal pris. Ah, Donc c'est pour ça, j'ai une chance sur deux. je pense qu'ils risquent de pas être vendus. Enfin, quand ils ont vu le scénario, le film n'était pas tourné du tout, mais la politique culturelle chinoise, c'était on n'envahit pas la Chine. Eh oui. On n'envahit pas la Chine, donc César qui envahit la Chine, bon bah historiquement effectivement c'est pas vrai, mais on n'envahit pas la Chine, donc on ne veut pas, et alors du coup... Alors que pourtant, je suis désolé de spoiler, mais il est pas là en vainqueur, quoi. Bah non, pas du tout, mais voilà, comme il y a cette histoire de conquête, les Chinois, en tout cas les autorités, n'ont pas vu d'un très bon œil le film. Ah oui. Est-ce qu'il sortira là-bas ou pas, je sais pas. C'est un peu long, mais voilà, c'est mon avis, qui est mitigé. C'est notre sujet principal, il a le droit d'être Ouais, long. mais c'est mi-figue, mi-raisin, il y a plein de choses sur lesquelles on pourra rebondir, je pense, sur le film, mais voilà, c'est mon avis en gros. C'est assez mitigé, mais globalement, quand même plutôt assez positif. Ouais. Bah écoute, je suis un peu d'accord avec toi. Dans l'ensemble, c'est pareil, je suis sorti de la salle, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, finalement. On n'est pas si éloigné des autres films Astérix. Encore une fois, on met Opération Cléopâtre de côté, puisque voilà, c'est un film qui est à part au niveau de ses blagues, au niveau de son scénario, au niveau de son succès aussi. C'est très difficile de le comparer. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut le mettre de côté en disant que le premier Jurassic Park n'est pas comparable avec Jurassic World, par exemple. Ouais. C'est des choses où, voilà, une fois qu'un film a eu un succès, effectivement, on veut surfer sur la vague, mais parfois, il faut réussir un petit peu à s'en éloigner, et bon, là, effectivement, il faut essayer de se séparer de ça. Guillaume Canet, Gilles Lelouch, c'est une fois sur deux. Les petits mouchoirs, je suis pas un grand fan, ça fonctionne. Canet en réalisateur, on l'aime pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, j'ai beaucoup aimé lui. Alors qu'il a tourné, j'ai lu d'ailleurs dans l'interview au magazine Première qu'il a donné cette semaine, il a tourné lui pendant Astérix en fait. Voyant que ça prenait trop de temps, la pré-production, il a tourné lui avec une caméra en quelques semaines seulement, mais c'est pendant Astérix qu'il a fait lui. Mais je l'ai pas vu ce film. Franchement, moi je trouve que la réalisation est vraiment top, et cette espèce de conflit avec lui-même, avec ses femmes, avec sa maîtresse, enfin vraiment il y a une espèce de schéma dans lui. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas ce film parce qu'en fait il est très tourné vers lui et vers sa carrière à lui, et c'est vrai que ça ressemble un peu à la vie de Guillaume Canet, donc les gens se sont dit ouais ok, il a fait un film sur lui quoi. Peu importe que ce soit sa vie à lui ou pas, je trouve que le film est vraiment bien réalisé dans ce côté tiraillement psychologique. Là pour le coup Astérix, dès le début du film, on te dit, attention, on va remettre des choses en place. Astérix commence le film en disant, on devrait arrêter de manger du sanglier. Parce qu'on sait pas. La potion magique, il remet en cause la potion magique en disant, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, qu'est-ce que ça va donner sur l'organisme dans des années? Et je trouve ça génial parce que ça remet en place le contexte actuel où on se méfie de tout. De tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on boit, de tout ce qu'on fait, où il y a une méfiance en fait, parce qu'on trouve toujours des produits qui vont pas sur le long terme. On se rend compte que, en fait, voilà, c'est mauvais pour la santé au bout de 20 ans. On parlait de la blague du vaccin, à un moment dans le film, il y a une blague sur le vaccin du Covid. Et voilà, donc, ça remet en cause déjà en place en disant, de toute façon, Astérix est une BD qui existe encore aujourd'hui, mais qui appartient au passé. Dans le sens où il y a des choses qui existent dans Astérix qui ne sont plus d'actualité. On en parlait, le rôle de la femme dans Astérix, qui est très compliqué à remettre en place. Heureusement, Bonne Mine est là pour essayer de remettre un peu le contexte, et plusieurs fois dans le film, on remet le truc en disant « Attention, il y a des hommes dans le film, mais les femmes aussi sont puissantes. » Donc... Si je peux me permettre une petite remarque sur la potion magique, c'est super intéressant, parce que justement, dans le documentaire de TF1, Guillaume Canet en parle, et il dit que pour lui, c'était vraiment... quelque part, c'était assez révolutionnaire pour les équipes du film, ce côté, la potion magique, c'est comme une drogue, en fait. Ouais. Et il a voulu la faire comme ça, parce que c'est un peu comme ça qu'elle a été pensée. Et là, dans ce fameux documentaire, vraiment, si je peux conseiller aux gens qui voudraient en savoir plus sur Astérix, lisez Première de fin janvier, il est vraiment très bien. Il y a le magazine Première. Le magazine, pardon, oui, le magazine Première, qui est vraiment très très bien, qui est sorti le 25 janvier, avec une longue interview de Guillaume Canet. Il y a Beau Geste de Pierre Lescure. Ouais. L'émission donc du dimanche 29 janvier, et en replay vraiment une soirée avec Astérix et Obélix produit par TF1 qui était diffusée sur TMC, qui est passionnant. Et justement, on voit une interview de Goscinny qui dit en fait la potion magique c'était notre truc de base pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y aurait un village gaulois qui n'aurait pas été vaincu, mais il ne voulait pas la remettre après. C'était censé être que dans Astérix le Gaulois, en disant on comprend, ils ont une potion, ils peuvent pas se faire battre, et maintenant il va leur arriver des aventures. Et en fait, c'est les gens qui l'ont réclamé, qui ont adoré ça. Il y a d'ailleurs Georges Pompidou, président de la République, qui dans une allocution va dire la potion magique des Gaulois n'existe pas, mais nous, Français, nous avons de la ressource, des choses comme ça, c'est assez dingue. Et en fait, ce côté-là, effectivement, c'est un Astérix qui, comme toujours,
Moi, j'ai quelqu'un qui a vu l'avant-première hier qui m'a dit: «C'est gênant tous les anachronismes qu'il y a dedans, ils font des blagues, sur la période maintenant», mais Astérix, Ça dès a le toujours premier été... album, Oui, oui. l'ouverture d'Astérix et les 12 travaux, ça dit: «On est en 50 avant Jésus-Christ» et là, on voit une décharge avec une télé, un matelas et tout et la voix off. D'ailleurs, voix off très sympa dans, l'Empire du Milieu, c'est Oui, Gérard Darmon. Gérard Darmon, qui fait ça très bien. Ouais, qui fait ça très bien. Et bref, là, le narrateur, Pierre Tcherniak, il dit: «Non, mais ça va pas, enlevez ça, c'est...» Mm. Voilà, les anachronismes, pour le coup, ça m'a pas choqué, mais il voulait vraiment inscrire ce côté-là. Bah oui, effectivement, on sait pas ce qu'on boit, on sait pas. Il y a Pierre Richard, Panoramix, ça, on n'a jamais vu ça dans un autre Astérix, Qui en boit. qui en boit, enfin, qu'en boit, puis Ouais. on sent qu'il est un peu accro, quoi. Et on Mm. lui dit: «Elle est forte, tu l'as testée», puis tu oh, un petit peu, quoi. Et il y a ce côté addictif. Et justement, le fait, je trouve que c'est un parti scénaristique assez intéressant qu'on n'a jamais vu dans la BD, de cet Astérix qui essaye de se passer de Ouais. potions. Et je trouve ça hyper intéressant. Astérix veut être valorisé, il se dit: mais Mm. non, je veux montrer que je suis quand même capable de quelque chose C'est sans ça. potion. Et qui n'y arrive pas. Et qu'il n'y arrive pas. Et Ouais. donc, c'est vrai qu'il y a cette banalisation de la potion magique. Alors, on va très loin dans le sujet, mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de la banalisation de l'alcool en France. Ça peut être aussi un lien Oui, il y a là-dessus. des, il y Donc, a- il y faut, a des voilà. liens, bien sûr. Je pense que cet Astérix-là est bien plus profond qu'on ne le pense. Malheureusement, les gens vont voir un Astérix pour le côté léger que ça peut apporter au côté familial. Et donc, forcément, il y a des gens qui vont s'attendre à avoir quelque chose d'un peu lourdingue, voilà, avec des blagues un peu pipi-caca. Alors qu'en fait, pas du tout. Là, vraiment, ils ont décidé d'écrire le film comme quelque chose d'actuel, avec des problèmes qui sont voilà, qui se passent en France actuellement, et d'essayer de transposer ça un peu comme ils peuvent. De là, donc ça apporte pas mal d'avantages. D'autres avantages, c'est la mise en avant d'Obélix. Le fait que ça Ouais. soit pas Depardieu, effectivement, ça peut choquer. Mais je trouve que voilà, on en fait un personnage, comme le dit Gilles Lelouch, un personnage qui est très enfantin, qui a quelque chose de vraiment très gamin en soi, et qui voit la vie forcément du bon côté. Parce que justement, il a cette invincibilité, Ouais, en ouais, fait, ouais. il peut lui se permettre de voir les Ouais. choses en blanc ou en noir et pas forcément en tout gris. Et du coup, il y a voilà, cette mise en avant d'Obélix qui Ouais. a le droit au bonheur, qui a le droit d'être le personnage principal de l'aventure, et je trouve ça vraiment chouette. Et Canet d'ailleurs explique que de base, il voulait que ce soit Depardieu qui ait le rôle Ouais, dans le documentaire. Il l'appelle plusieurs fois, Depardieu refuse, et quand il apprend que c'est Gilles Lelouch va appeler Depardieu. Mm. Alors c'est très rigolo dans le documentaire de TF1 parce qu'il dit que tu l'appelles 15 fois puis il te répond jamais, quoi. Et il dit en fait, Depardieu m'appelle, il dit l'appel dure 8 secondes. Il me dit: «Allô, ouais, tu m'appelles parce que tu veux savoir comment jouer Obélix?» Eh bien c'est simple, Obélix il a des pâquerettes dans les yeux. Et il raccroche. Et il dit en fait, cette phrase elle est toute bête, mais elle m'a servi tout le long. Parce Ah que ouais. oui, il a des pâquerettes dans les Et yeux. c'est ça, et Effectivement, je c'est trouve ça. que Gilles Lelouch le fait Ouais, bien. ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté costume un peu fake. C'est vrai que bon, bah, Depardieu, il a cette carrure, et c'est vrai que Gilles Lelouch l'a peut-être un peu moins. Et j'ai trouvé que voilà, ce costume, c'est pas forcément qu'il porte mal le rôle, c'est que j'ai trouvé que le costume par moment était pas très très bien fait, et donc c'est un peu dommage. Une fois ça fait, bon bah voilà, il y a la dispute Obélix-Astérix qui est plutôt intéressante, mais ça c'est pas la première fois qu'on le voit, mais je trouve que dans ces limites-là, Ouais, ouais, ouais. c'est la première fois Ouais, qu'on y arrive. Il faut vraiment attendre la fin du film pour qu'il y ait une réconciliation, et surtout une réconciliation qui est très émouvante finalement. Ouais. Voilà, qui montre à quel point on peut avoir une bromance, en fait, cette espèce d'amitié entre les deux. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais Astérix vit avec Obélix. Oui, c'est ça. Et Ouais, voilà, il y ouais. a plein de choses, petites choses comme ça qui Alors, sont dans vraiment les chouettes. BD, pas toujours. Pas toujours. Ils ont parfois chacun leur Ouais. maison, mais dans certains albums et dans le film, là, en l'occurrence, ils vivent ensemble. Ouais. Voilà. Et voilà, donc moi sur les points positifs, il y a des blagues où j'ai rigolé, j'ai trouvé que la relation des personnages était plutôt bien faite. Dans les points négatifs, c'est surtout au niveau des acteurs. J'ai eu du mal avec le jeu de Jonathan Cohen. Je trouve qu'il ne correspond pas du tout à ce qu'on peut avoir dans un Astérix et Obélix. J'adore Jonathan Cohen, j'adore ce qu'il fait dans La Flamme, j'adore ce qu'il a fait dans Le Flambeau, j'adore le voir de temps en temps dans ses petites impros, mais là, je trouve qu'il n'a pas sa place. Et en plus de ça, c'est très choquant, cette espèce de... Bah, ils sont tous teints en blond pour passer pour des Gaulois, et vraiment, ça fait fake. Alors c'est fait exprès, Oui. mais du coup pendant tout le film on a cette espèce de barbe brune et ses cheveux blonds avec ce casque en plastique, et on a vraiment l'impression qu'il porte un costume, et j'ai trouvé ça vraiment assez désagréable pour le rôle de Jonathan Cohen. Il y a des personnages qui voilà, ont un intérêt certain à être là, d'autres non. Orelsan, vraiment, pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir eu cette idée-là. Est-ce que ça valait la peine de le montrer autant? Pas forcément. Angèle, c'est pareil, je t'ai déjà dit, moi, la réplique de fin qu'elle a, j'ai trouvé ça un peu, bon, bof. J'ai trouvé qu'il y avait un problème d'acting là-dessus. Je sais pas s'ils ont allé chercher des acteurs professionnels ou pas, Eh mais ben, même Boudaïmin, je trouve qu'il joue pas bien. ouais, Julie Chen, j'ai eu du mal avec son Julie Chen, Eh ben ouais. c'est son premier film, hein, c'est l'actrice qui joue la princesse. Voilà, Et dès ses premières répliques, je me suis dit, ça coince. bah ouais, enfin, j'aime pas dire ça parce que je suis pas acteur, mais je me suis dit, elle joue pas super bien. Bah ouais. Et en fait, au final,
Ah ouais, plus le film avançait, plus je me dis, elle joue pas super bien. C'est Je te ça. rejoins là-dessus, ouais. C'est Ouais, ouais. ça. Et donc, du coup, c'est dommage. Il y a d'autres acteurs qui jouent mal dans le film. Big Flo et Oli, je trouve que c'était limite. Ouais. Même Ramsey, à des fois, tu te dis, bon, ça passe pas. C'est vraiment, je sais. Zlatan, Zlatan, c'est horrible, c'est n'importe ouais. quoi. Et par contre, eh ben, on voit qu'il y a des acteurs qui, quel que soit le rôle qu'on leur donne, ils les transcendent, comme par exemple Vincent Cassel. Ouais. Tu lui files un rôle de Jules César, mais vraiment, il est bidon. Enfin, je veux dire, c'est un Jules César bidon. Et en fait, il arrive à le rendre émouvant. C'est fou parce qu'il est vraiment émouvant ce gars-là. Il voit que sa copine s'est barrée avec, Ouais, et avec le prof de gym et du coup il en peut leur plus. histoire est super touchante. Ouais, c'est ça. Et donc du coup il part à la conquête de cet empire du milieu pour reconquérir le cœur de sa copine. Et puis bah, finalement il se rend compte que bah, c'est pas la peine, tu vois, il s'en fout un peu. Et voilà, il y a 2-3 moments où il chiale un peu, où tu sais, il y a Ouais. des 2-3 moments un peu sympas. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc comme tu dis, c'est un Astérix et Obélix qui est dans l'émotion, pas forcément dans l'humour. Je trouve que le parti pris est hyper intéressant. C'est hyper dangereux ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir de la salle en disant que c'est nul, alors qu'en fait c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est pas ce qu'ils attendaient. Ouais, ouais. Et donc voilà, sans dire que c'est un film formidable, Mm. j'ai passé un bon moment, il a ses défauts, ils auraient pu faire mieux, je pense, surtout au niveau des textes et les dialogues, qui vraiment parfois tombent, même pas parfois, souvent tombent à plat. Et dans le jeu des acteurs, où encore une fois, peut-être que malgré le Covid, ils ont eu un gros souci de direction d'acteurs, peut-être Mhm. pressés par le temps, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais voilà, il y a des choses qui vont pas dans le film. Ça en fait pas forcément un très mauvais film, mais moi je conseille d'aller le voir de toute façon, parce qu'il Ouais. faut donner sa chance au cinéma français de grosse production, surtout ça. Et quoi qu'il en soit, il y a des choses à en tirer, il y a des choses à dire sur cet Astérix-là. Je sais pas si tu as, toi, des choses à rajouter de ton côté. Alors, j'ai vu une interview qui est assez incroyable, hein. C'est une rencontre, c'est une interview de 1969, je crois, à la télé française, où Hergé, le créateur de Tintin, dialogue avec Uderzo et Goscinny, les Ah, créateurs d'Astérix. Donc autant dire que les deux plus grands, bah ouais, enfin les trois plus grands maîtres de la BD franco-belge au monde et de tous les temps presque, hein. Et c'est intéressant parce que Hergé, il dit, moi quand j'écris mes histoires de Tintin, je les écris très premier degré. Mm. C'est-à-dire que j'écris vraiment mon aventure, et et je sens que vous, il y a énormément de second degré dans Astérix, et que tout tourne autour de l'humour. Et Goscinny lui répond, ben en fait c'est simple, je crois que vous écrivez votre Tintin, votre histoire, et qu'après vous rajoutez des blagues, et moi j'écris des blagues, et après je rajoute l'histoire. Et Hergé d'accord. dit, alors d'ailleurs j'aime bien parce que c'est un peu suranné peut-être, mais c'est assez classe, parce que je me dis là, si deux auteurs de BD connus se croiseraient là dans une émission, ils se feraient la bise, ils se tutoieraient et tout. Là c'est costume cravate, Eh ils bah se oui, voient, on sent vraiment forcément. les années 60 quoi. Et là du coup, c'est vrai qu'on a Goscinny dit je fais mes blagues et je crée mon histoire au-dessus. Et là, on sent que du coup, c'est l'inverse. Et c'est ça, effectivement, qui peut déstabiliser Mm. les gens, comme tu le disais. C'est vraiment de se dire que finalement, il joue la part de l'émotion. Et je vais être franc avec vous, à la fin, ça peut être très surprenant et je pense que je pourrais même être moqué pour ça, mais j'assume complètement. J'ai eu un petit moment où ma gorge s'est serrée à la fin du film. Et je dis pas que j'ai eu une larme, j'ai pas pleuré, mais je me suis senti très ému. C'est, alors, on peut le révéler, même si ça se passe à la fin du film, parce que j'ai vu Guillaume Canet en parler dans Beau Geste. On voit qu'Obélix tombe amoureux rapidement au début du film, et on comprend très vite que cet amour est réciproque. Ce qui est assez surprenant, parce qu'Obélix, le pauvre, dans les BD, il est très souvent amoureux sans qu'on l'aime D'ailleurs, la vraiment. représentation de cet amour est très bien faite. Ouais. Enfin, je trouve que quand on voit tous les deux qu'ils essayent de se montrer un peu d'affection, tous les deux Ouais. sont complètement à l'ouest et je trouve ça très chouette. C'est ça. Et à la fin du film, il y a cette réplique où finalement ils sont amoureux, mais elle repart vivre en Chine. Et Guillaume Canet, enfin pardon, et Astérix qui dit à Obélix, bah alors ça va, t'as pas trop de peine et tout. Et Obélix qui lui dit, bah non, c'est pas grave, on se mettra ensemble quand on sera grand. Et Astérix qui lui répond, mais comment ça quand on sera Et puis il s'arrête. Et en fait, là vraiment, cette phrase m'a ému parce que je me dis, c'est ça en fait. Mm. Obélix, c'est un enfant. C'est ça. C'est un enfant dans le corps d'un adulte. C'est un enfant. Et en fait, cette réplique, je la trouve magnifique. Mm. Obélix qui dit, bah, on s'aimera quand on sera grand, alors qu'il est déjà adulte. Mm. Et tout le regard de tendresse d'Astérix qui veut lui dire, bah non, tu dis une connerie, mais qui lui dit pas parce qu'il se dit, bah, maintenant, non, oui. Et en fait, c'est ça, c'est que Astérix, je trouve, nous renvoie toujours à notre image d'enfant, de nous C'est enfants ça. lisant les BD. Et cette réplique m'a beaucoup ému, mais vraiment, ça m'a serré la gorge. Et après, il y a le fait qu'ils se soient fâchés tout le long du film et qu'ils Mm. finalement, ils redeviennent copains. Et avec cette scène finale où ils se mettent à manger du sanglier tous les deux, ben, ça m'a beaucoup ému. Et je me suis dit, c'est quand même un peu ridicule. Enfin, c'est pas Non, ridicule, mais mais je suis d'accord avec je me toi. suis dit, je m'attendais pas à vivre ça devant Astérix. On sort du film, je ne dis rien, et ma compagne me dit, t'en as pensé quoi? Je dis, ouais, c'est dur à dire, à chaud.
Elle me dit, mais dis donc, c'est qu'à la fin, j'ai cru que j'allais pleurer. Et là, je me suis dit, ah, je suis pas le seul. Elle me dit, franchement, quand il lui dit, on verra ça quand on sera grand. Et ben là, je me suis dit, on n'en a pas parlé avant, mais effectivement, cette réplique, je la trouve magnifique. Obélix qui... Voilà, pour moi, tout est dit dans cette scène-là. C'est un Astérix émouvant, touchant. On le voit aussi pour la première fois, parce que c'est pas dit dans une BD, mais dans un album un peu à part, on voit Obélix tomber dans la marmite quand il était petit. Ah, je savais pas ça. Et ça n'existe pas en BD. Il y a un album hors série qui s'appelle Comment Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit. D'accord. Et il est écrit par Goscinny, illustré par Uderzo, mais c'est pas une bande dessinée. D'accord. C'est vraiment des textes et des images. Un peu là, petit Nicolas. Ouais, voilà. Ouais. Et là, je me dis, l'avoir montré à l'écran, c'était chouette de voir vraiment comment ça s'est passé. Et on a du coup cet Obélix qui, en fait, oui, c'est pareil, ça, Uderzo qui l'explique dans le documentaire. En fait, c'est une marmite, il est tombé dans la marmite, mais la marmite, c'est lui, son corps est vraiment basé sur une marmite. Ah bah oui. Et c'est vrai que c'est pas forcément flagrant, mais ouais, vraiment, le côté touchant, pour moi, a super bien fonctionné, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Jonathan Cohen, il fait du Jonathan Cohen, et moi, je l'adore, et c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire, moi, ça m'a pas gêné vraiment. Et je me suis dit, bah, heureusement qu'il est là pour l'humour, parce que, voilà. Parce que des fois, ça avait un peu du mal, et bon, bah, il fait du Jonathan Cohen, mais ce que dit Guillaume Canet aussi, que je trouve passionnant, c'est qu'il dit que pour eux, ça a été extrêmement difficile, parce que, comme tu l'as dit, Uderzo avait pas aimé du tout Mission Cléopâtre, mais un peu, j'allais dire, comme Stephen King a détesté Shining de Kubrick, c'est que parfois, l'œuvre n'est plus l'œuvre de base, mais il faut aussi accepter que ça s'émancipe. Et là, Hachette, donc, qui a eu un cahier des charges très précis, on le rappelle, hein, pour le réalisateur du nouvel Astérix, il fallait obligatoirement qu'il ait déjà eu un César. Il fallait qu'il ait déjà fait au moins 3 millions d'entrées au cinéma, il fallait qu'il ait déjà fait des films en anglais. La shortlist était courte. Hein. Et d'ailleurs, Canet, lui, pensait jouer plutôt César à l'origine. Et finalement, bon, bah, les choses sont goupillées autrement, mais tout ça pour arriver au fait que, ben, finalement, Hachette n'a pas voulu il ne fallait absolument pas dévier du texte et des dialogues. Et Guillaume Canet a dit que c'était une déchirure pour lui parce qu'il y avait eu énormément d'impro dans le tournage et des impros excellentes. Et moi j'imagine Cohen parce que forcément en impro il est génialissime. J'ai regardé un petit peu La Famille en or spécial Astérix. C'est vrai que moi qui adore Camille Combal qui rencontre Jonathan Cohen, 2 mètres de l'impro, enfin faut pas les laisser tous les deux quoi. C'est sûr. Et il dit j'étais obligé de couper et de dire non, on recommence, ne bougez pas du texte parce que Hachette a validé un scénario et ils ont vérifié tout le long du tournage que la virgule près dans le scénario était à la virgule près. La seule chose qu'ils ont accepté qui n'était pas prévue, c'est quand Vincent Cassel arrive et qu'il fait Joule, le signe de Joule, ils ont dit bon allez ça passe, mais voilà. Et c'est là qu'on se dit que le cahier des charges d'Hachette des éditions Albert René qui sont propriétaires des droits d'Astérix, ça doit être pénible, parce que je me dis que quelque part ils ont vraiment pas eu un regard sur leur film, où au bout d'un moment t'écris des trucs, on te les retouche, mais après n'avoir droit à aucune impro, alors qu'on sait que dans le cinéma il y a énormément de scènes cultissimes aujourd'hui qui sont des impros. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, c'est un des points que je voulais évoquer, et je pense que j'ai fait globalement le tour. Je regarde parce que j'avais j'avais fait des petites notes pour tu sais que j'avais fait des petites notes aussi, alors du coup voilà, vous allez voir en direct, enfin pas en direct mais sur la vidéo, je pense que je vais pas couper, de regarder un peu ce que j'avais noté. Rappelons qu'il a été tourné en Auvergne, pas très loin de chez nous, que les lieux de tournage sont vraiment très chouettes, et que ça rend vraiment bien, et bon bah voilà, 65 millions de budget. Moi, je trouve ça un peu abusé quand Canet dit, même si je comprends ce qu'il veut dire, que tout l'avenir du cinéma français porte sur ses épaules. Enfin, il le dit pas comme ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que si c'est un gros flop, ça risque de refroidir un peu les investisseurs. Ils vont pas arrêter de le faire. Mais ils arrêteront jamais de le faire. Il a dit qu'ils arrêteraient de le faire. Alors c'est faux. Il y aura peut-être un temps de pause où on va dire attends, on va calmer un peu le jeu avant de remettre des sous. Mais ça n'empêche pas. Surtout qu'on a les 3 Mousquetaires qui arrivent dans quelques semaines. Évidemment. Et qui lui est aussi cher, voire plus cher. Parce que c'est beaucoup plus cher. Hein. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Non, et puis les autres Astérix avaient coûté très très cher. Au service secret de Sa Majesté, on dit que c'est un flop. Alors je trouve qu'il a fait quand même ses 3 millions d'entrées. Donc il y a beaucoup de films français qui aimeraient faire un flop comme ça. Ça part très bien. Maintenant, à voir si le bouche à oreille va être bon. C'est vrai qu'à sortie des salles, les gens sont un peu comme nous. On n'a pas eu énormément d'échos positifs ni négatifs. Mais moi, je vous encourage vraiment à essayer d'aller le voir. Ne serait-ce que pour s'en rendre compte. Enfin, il faut toujours aller voir les films. Mais si vous hésitez, allez-y, vous pouvez quand même être agréablement surpris par plein de choses.
encore une fois, la musique, l'OST est folle, moi je trouve. Ouais, bien sûr, ouais. Non, puis c'est Il y a des clins d'œil marrants. ça reste un voyage vraiment sympa, c'est-à-dire que c'est quand même Astérix et Obélix qui partent à l'autre bout du monde, et les décors sont super beaux. Les décors en Chine sont très très beaux, Ouais, hein. ouais, Le ouais, palais ouais. impérial, Ouais, tout ouais, ça, ouais. non, il y a des choses à voir. Et encore une fois, tout ce qu'il faut, je pense que pour apprécier le film, la seule chose qu'il faut vous dire, c'est que vous allez pas voir un film bébête. Faut Ouais, juste vous ouais, dire, ouais. allez au-delà de ça, regardez la relation entre les personnages, regardez le scénario, voyez un petit peu ce qui a été fait par le réalisateur, donc par Guillaume Canet et par les équipes techniques, qui est vraiment assez fou, et peut-être pas juste aller voir une comédie bateau, comme Ouais. on a l'impression d'en voir tout le temps en ce moment, justement. Vous voulez voir une comédie bateau, attendez le 8 février, allez voir Alibi.com 2, pourquoi pas, mais vraiment, Astérix et Obélix, ce qu'on vous propose, c'est Ouais. une aventure avec des relations de personnages, et des relations de personnages qui sont vraiment très bien faites, parce que ce Ouais. duo Astérix et Obélix, moi je l'ai trouvé vraiment très Ouais, bien. ouais. Je trouve que c'est une belle conclusion. Ah Allez bah le voilà. voir et faites-vous votre avis, mais c'est vraiment. Enfin, pour ceux qui pensent que c'est vraiment une catastrophe annoncée, c'en est très très loin. Je Non, pense oui, que oui, bien ce serait sûr. vraiment de la mauvaise foi. Vous Ouais, pouvez ne pas l'aimer, et ne ouais, pas l'aimer du tout, mais ouais. dire que c'est vraiment nul, que c'est pourri, que Mm, c'est mm, nanana. mm. Je pense que là, faut. Non. Il y Non, a non. énormément de bonnes Voilà, choses quand même dans cet Astérix. voilà, c'est ça. Tout à fait. Eh ben écoute, waouh, il y aura eu des choses à dire sur cet Astérix là, finalement, c'est peut-être un peu répété, mais bon, en tout cas, j'espère que vous aurez fait votre propre avis, et on va tout de suite passer à la chronique télévision. Eh ben écoute, Les cette chronique audiences. télévision va commencer, oui, et on va commencer bien évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français ces derniers jours, mon cher David. Eh bien, je vais déjà m'attarder sur le mardi 24 janvier pour vous dire qu'avec 3 millions de téléspectateurs, c'est un très bon score pour Caméra Café 20 ans après, Bien sûr. et que j'en suis ravi parce que Caméra Café m'avait manqué. Caméra Café, il faut quand même se rendre compte que ça n'a duré finalement que 3 ans, à peine plus de 3 ans, et dites-vous bien qu'au niveau mondial, il existe du Caméra Café en Italie, en Espagne, enfin, c'est Ouais. le format français le plus vendu au monde, et que dans plein de pays, ça existe encore. Ah Il oui. n'y a que chez nous finalement où presque ça s'est arrêté si tôt, et moi j'ai adoré ce retour, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de polémiques par rapport Et je voulais t'en parler justement. à certaines choses que j'entends. Mais, enfin, moi j'ai adoré le fait qu'ils soient partis du principe de se dire on va pas juste les mettre en 2022, enfin 2021, 2022, 2023, mais on va revoir, on va faire des épisodes de Caméra Café pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait en 2004, en 2006, en 2008. À chaque grand événement, on voit pendant le tsunami, on voit pendant Ah oui, d'accord. l'incendie de Notre-Dame, on les voit pendant les attentats de Charlie Hebdo, on les voit, on voit vraiment des épisodes comme si la vie de la boîte avait continué d'exister jusqu'en 2021. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, pour ce qui est des polémiques, c'est vrai qu'on a dit que c'était raciste, sexiste, grossophobe. C'est un sujet assez touchy, mais moi, c'est peut-être une faiblesse de voir les choses comme ça, mais je me dis quand je vois un personnage à la télé qui a des réflexions racistes ou, ou sexistes ou grossophobes, etc., je pense que l'idée des auteurs, là en l'occurrence, C'est de s'en c'est moquer. ce qu'a dit Bruno Solo, c'est justement de montrer, enfin, en montrant ces personnages-là, on dénonce ce fait-là. Euh, Montrer que ce tel personnage est raciste, j'ai du mal à me dire que des gens vont regarder ça en se disant oh bah c'est génial, il est raciste, faut faire comme lui. Au contraire, moi j'y Mm. vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vraiment c'est une manière de dénoncer Bah, ces propos-là, quoi. Surtout que Caméra Café, ça a toujours été une bande de losers. Le but, Oui, voilà, justement, c'est de ouais. montrer que Voilà. enfin, ils étaient vraiment, c'était comment on appelle ça, les stéréotypes, les pires stéréotypes Ouais. d'une Ouais, entreprise, exactement. et qu'on s'en moque depuis des années, quoi. Voilà, donc 3 millions de téléspectateurs, ça a vraiment bien C'est marché. très bien. Et bon score sur la suite également en deuxième partie de soirée, donc ça c'était mardi soir. J'aime bien vous parler du vendredi parce qu'il y a cette fameuse histoire de notre film de Bien C8, sûr. c'est notre feuilleton qui va malheureusement s'arrête cette semaine, puisque ce vendredi soir il y a Pattaya, et ce sera la dernière fois, donc je vous en parlerai la semaine prochaine, mais après ce sera fini, puisque on en parlera tout à l'heure, c'est assez bizarre. Vous verrez que pendant les vacances, le vendredi, les chaînes arrêtent de passer des films, ce qui est très curieux, Bah tiens. alors qu'au contraire, on pourrait croire qu'ils en passeraient plus. Ah bah oui. Vendredi 27 janvier, c'est donc César Wagner, la série de France 2 qui arrive en tête, puis on avait la demi-finale de handball sur TF1, et à la troisième place, un film, Divorce Club sur M6. On vous l'a dit, M6 mise sur du cinéma le vendredi, et ça paye, puisque presque 2 millions de téléspectateurs et 10% de part d'audience pour un vendredi soir sur M6, c'est plutôt très bien, et je pense que ça risque de continuer comme ça. Ensuite, on a eu Adamo sur France 3, un documentaire, puis Les Sentiments sur France 5, qui arrive à la 5e place avec 1 100 000 téléspectateurs. Bah, je vais être content. Plutôt très bien, puisque il faut ensuite aller à la 7e place pour trouver C8 et les municipaux, qui finalement font 609 000 téléspectateurs. Donc,
la fameuse barre des 500 000, elle est atteinte Bon, bah c'est bien. grâce au Chevalier du Fiel. Tant mieux. Et ils battent les Visiteurs 3 qui étaient sur TMC. On avait dit qu'il allait y avoir du coup Guéguerre. Hein. Ils battent les Visiteurs 3 qui font 550 000 téléspectateurs. Et ensuite, on a Dragon sur Gulli à 472 000. Ce qui est pas si mal. Ce qui est pas si mal. Et l'étudiante, finalement, sur TF1, c'est un film seulement 12e. D'ailleurs, Gulli a passé 2 films ce jour-là. Ils ont passé les Schtroumpfs en rediffusion juste ouais, avant. ouais. Il y a eu leur petite émission et Ouais. ensuite ils ont passé Ouais. Dragon. C'est Et ça. je trouve ça vraiment génial le vendredi d'avoir 2 films comme ça pour commencer le week-end. C'est clair. Finalement, TF1 Série Film, la chaîne numéro 20, leur meilleure audience film de ces derniers temps, là, ils avaient passé tout le cycle La Boum l'étudiante, mais Ouais. finalement, leur meilleure audience, c'était Godzilla, Roi des monstres. Comme quoi, Eh ben, c'est très bien. le blockbuster, oui, moi, je suis d'accord aussi, mais comme quoi, voilà. Donc, ça, c'est pour les audiences de vendredi, et puis dimanche, un duel du dimanche soir avorté, on avait dit qu'il y avait des Bien chances, sûr. mais malheureusement, ils auraient peut-être dû laisser Wonder Woman, parce que l'équipe de France a perdu en finale face au Danemark, mais un carton d'audience, plus de 5 millions de téléspectateurs. Deuxième place, Meurtre en eau trouble, 3 millions sur France 3, et puis donc le premier film, c'est Terminator Dark Fate, qui arrive à la troisième place avec 2 180 000 Pas terrible quand téléspectateurs, même. Hein. ce qui est pas terrible. Ce qui est pas terrible. C'est les mêmes chiffres que Millennium Ouais. il y a quelques semaines, et voilà, on s'y attendait un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas terrible. On a ensuite The Pledge. Ouais. Alors, ça peut paraître curieux, parce que vous dites que c'est très bien alors qu'il fait moins que Terminator, mais pour une chaîne comme Arte, presque 1,8 million de téléspectateurs, c'est vraiment un très très bon score, d'autant qu'après, il y a presque 1 million d'écart avec le film suivant, c'est Bienvenue à bord, qui fait 873 000 téléspectateurs. Ce qui est sur franchement TFX. pas mal pour, Oui, pour ce une que chaîne c'est. de la TNT, pour le film que Pour le c'est. film Donc, que c'est, voilà, exactement. bien sûr. Puis Marche à l'ombre sur C8. Et enfin Speed, quand même pas si mal, 573 000 téléspectateurs pour une chaîne qui est très très loin aussi en numéro de film. Voilà pour les audiences. J'ai envie de te dire, en fait, c'est encourageant de se dire que les films sont pas passés en dessous de la barre des 500 000. Ça veut dire que les gens avaient envie de cinéma ce dimanche. Et que s'ils n'ont pas réussi à l'avoir sur TF1 et sur France 2, parce qu'il faut avouer que France 2, le film était assez particulier, finalement, ils sont allés chercher sur les autres chaînes. Tout à fait. Et on a des scores qui sont pas si mal pour de la TNT. Parce que franchement, c'est même très très bien, d'autant que le handball, c'est pas le football, c'est un sport un peu moins populaire, un peu moins connu, et qu'il y a plein de gens qui ont regardé, presque 20 millions de téléspectateurs en finale de Coupe du Monde. Complètement. Ça fait que un quart pour le hand, même si c'est énorme, 5 millions de téléspectateurs pour du handball. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui se sont dit, bon bah non, du hand, moi ça m'intéresse pas. C'est ça. Et finalement, se retourner vers Terminator, pas forcément quelque chose qui intéressait certaines cibles, hein. Je pense à la fameuse FRDA, hein, la fameuse femme responsable des achats qui intéresse beaucoup les annonceurs. On sait que malheureusement encore aujourd'hui, la part des femmes dans les téléspectatrices du sport est encore assez faible, ça progresse, mais c'est pas au niveau de la part masculine. Et du coup, Terminator, qui était un film qui peut-être s'adressait un petit peu moins à ce genre de public également, et du coup, les gens sont allés en masse vers la TNT, donc c'est des audiences, je trouve, qui étaient assez intéressantes à décortiquer. Celle, donc j'allais dire d'hier soir, non, de dimanche soir, vu qu'on est lundi quand on enregistre. Tout à fait. Et on rappelle que du coup, il y avait la deuxième émission de Beau Geste. Ouais. J'ai pas été voir les audiences, par contre, je pourrais pas te dire combien il a fait. J'ai pas vu les audiences non plus, j'ai vu l'émission par contre, et c'était encore vraiment chouette. C'était vraiment très chouette, avec donc ils sont partis en Suède pour rencontrer Tom Hanks. Ils ont réussi à avoir le tournage de Lajli, le dernier film, hein, et qui voilà. Ils ont réussi à interviewer. Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu une partie sur Astérix. Toute une partie sur Astérix. D'ailleurs, c'était très bien ce montage alterné. On passait d'un sujet à l'autre et du coup on ne se lasse pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et puis on finissait avec Simone Signoret. Non, c'était pas ça. À la fin. Oui. C'est ça, hein, qui était une interview encore, donc un truc de Lina. Donc voilà, on vous conseille vraiment cette émission, elle est disponible Regardez en replay sur France TV, et puis donnez-lui de la visibilité même sur les plateformes, parce que c'est une émission qui a énormément de choses à dire, et il est scure, encore une fois, je suis désolé, mais c'est un monsieur qui est un grand monsieur, quoi. Et donc voilà, c'est une émission qui peut vous apprendre plein de trucs sur le cinéma, même si vous aimez pas plus que ça, si vous n'êtes pas cinéphile. Et donc voilà, c'est toujours bien de leur faire la visibilité, même si vous n'avez pas le temps de le regarder le dimanche soir, de le regarder en replay. D'autant que Lescure, je pense qu'en tant qu'ancien président du Festival de Cannes, il est très connu des stars, et c'est comme ça qu'il arrive à interviewer énormément de facilité. Damien Chazelle, ce qui serait pas le cas du tout venant. Voilà, et encore une fois, il pose des questions qui sont hyper intéressantes et c'est pas forcément très aseptisé, donc c'est clair, c'est très très chouette. On va passer à un sujet un petit peu moins joyeux, malheureusement. On a appris qu'il y avait une affaire qui allait concerner Denis Brognard. Oui, alors c'est sorti dans le magazine Voici, ça me paraît important de l'évoquer parce que c'est quand même des faits qui lui sont reprochés. Denis Brognard qui, j'allais mettre le conditionnel, mais non, parce qu'il a reconnu les faits, qui a eu des gros coups de colère face à ses subordonnés. Et ça a été notamment le cas le 14 juillet dernier, où il s'est pris vraiment très violemment à ses collaboratrices.
violemment verbalement. Oui, bien J'insiste sûr. là-dessus, Oui, il n'y a oui, pas oui. eu de geste violent physiquement, mais très violent verbalement. C'est une affaire dont moi j'avais entendu parler sur les réseaux sociaux déjà en 2021 D'accord. via une journaliste qui s'appelle Charlotte Namura, qui est une journaliste qui faisait partie de l'équipe du service des sports de TF1 et qui s'est fait pourrir, il n'y a pas d'autre mot, par Denis Brognard à une coupure pub en 2018 pendant la Coupe du Monde. C'est ce qui l'a aussi amené à se couper du monde de la télé. Elle est Mince. plus du tout actuellement journaliste télé. Et elle avait parlé un peu de ça sur les réseaux sociaux. Le Parisien l'avait interrogé à l'époque, mais l'article n'est jamais sorti. Ah, Alors on d'accord. peut se demander pourquoi, s'il y a une chape de plomb un peu là-dessus. Mais là, c'est un journal, le journal Voici. Alors on peut critiquer la presse People, mais là en l'occurrence, Oui. elle a sorti l'affaire. Et il y a eu d'autres cas. Il y a la journaliste Anne-Laure Bonnet qui a travaillé avec lui au moment de la F1 à la une, quand TF1 avait encore les droits de la Formule 1, qui décrit un petit peu ce genre de choses. Mm. Et d'ailleurs, Denis Brognard les reconnaît. Il dit qu'il s'emporte, que c'est la pression du direct, la pression, etc. Charlotte Namura, que je suis d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui est vraiment une personnalité très inspirante et que je vous invite à retrouver notamment sur Instagram où elle poste beaucoup de choses, a posté un très long texte sur Instagram en disant que si ça avait été vraiment un coup de colère, comme ça peut arriver à beaucoup de gens, Oui. et que direct il s'était excusé, elle dit si j'aurais peut-être pas pardonné tout de suite, mais j'aurais pu comprendre. Mm, mm. Mais là non, c'était fréquent, c'était répété, Ah oui. et peut-être aussi un peu plus souvent envers les femmes qu'envers les hommes. Et Denis Brognard, dans Voici, a reconnu les faits, donc il a dit qu'il s'était emporté, et il a été convoqué par le directeur de l'info, Thierry Tulier, de TF1, pour remettre un peu les points sur les i. Alors, j'ai peur que ça... Enfin, j'ai peur. Oui. Ça n'ira sans doute pas beaucoup plus loin. Denis Brognard, c'est une personnalité très bankable de la Il y a télévision. peu de chances hein. qu'il se fasse évincer Voilà. de la chaîne. C'est un Saône-et-Loirien, d'ailleurs, on l'indique pour ceux qui l'ignorent, il est de Fallait Chalon-sur-Saône. peut-être pas le dire, ça. Non, ouais. Et On ne du s'énerve coup, pas l'un contre l'autre, hein, on vous voilà. le dit. Voilà, ouais. Et bon, voilà. Je pense que je voulais vous en parler parce que ça mérite d'être mis en avant. Mm. On a très souvent un regard un peu aseptisé des gens qu'on voit à la télé, Ouais. et c'est ce que dit Charlotte Namura sur son grand texte sur Instagram. Et d'ailleurs, elle a eu un pavé de réponse de Laurence Boccolini qui la soutient et qui l'a soutenue au moment de cette affaire. Et en fait, il y a beaucoup de personnalités télé. Moi, je ne dirais pas de nom ici, mais j'ai des gens dans mon entourage qui ont gravité un peu dans l'univers de la télévision, qui me disaient qu'il y a beaucoup de présentateurs télé qui ont l'air hyper sympas à la télé et qui en fait le sont pas du tout en vrai. C'est pas un scoop, je pense, on s'en doute, mais il y a vraiment des types chouettes, des types cool, et il y a des gens qui sont pas bien du tout. Et ça me paraissait important de mettre ça en valeur, de dire que la parole des femmes s'est libérée, qu'elle a été entendue trop tardivement. Et voilà, je sais pas s'il y aura vraiment des conséquences, mais c'est un point que j'avais vraiment envie d'en parler ce soir. Mais Denis Brognard, donc cette affaire sur Denis Brognard, donc moi pareil, hein, je vous laisserai aller vérifier, mais sur Twitter, c'est en train du coup de faire ressortir d'autres animateurs télévision qui sont en train de ressortir, et on demande à libérer la parole, justement, que ce soit les joueurs de jeux télé ou les personnes qui ont travaillé avec ces personnes-là. Et je vous conseille un film qui est drôle, mais qui est quand même assez sympa, c'est Les Vedettes du Palmachot, qui aussi reprend ce thème-là, des animateurs qui paraissent très sympas devant et qui finalement derrière utilisent les candidats aux jeux télévisés pour se faire un petit peu de réputation. Donc voilà, bon, c'est une affaire, on vous tient au courant s'il y a une suite, mais comme tu le disais, il y a quand même peu de chances que ça aille beaucoup plus loin au vu du succès de Denis Brognard, surtout que lui en ce moment il est sur Koh-Lanta, il est Koh-Lanta, sur Ninja Warrior, le foot. Sur toutes les compétitions sportives de TF1. Il est aussi dans les opérations spéciales comme le 14 juillet. Et bon, voilà. On peut comprendre qu'il y ait de la pression quand on est un grand journaliste, un journaliste très exposé dans des grands événements en direct, mais ça justifie pas en aucun cas ce type de comportement. On part sur un côté cinéma, groupe M6, on est sur Paris Première, donc pour ceux qui ont une box, normalement vous avez la chaîne. Ouais, Paris Première, c'est une chaîne du groupe M6 qui, alors, est en plein dans un cycle de cinéma film de guerre et qui a la particularité de passer des films de guerre rares à la télévision. Alors, je vous en parle parce qu'on est en plein dedans et que ça va bientôt se terminer, malheureusement, si j'ai bien compris. Mais vous aviez ce dimanche 29 janvier la bataille des Ardennes, par exemple. C'est un film qui vous dit peut-être rien, mais qui a vraiment... qui, pour le coup, historiquement, montre plein de faits dont on parle trop peu. Et bon, ça c'est un petit peu le côté prof d'histoire, je suis désolé, hein, mais je trouve que c'est chouette qu'on mette en avant tous ces personnages qui ont marqué, tous ces héros anonymes des différentes guerres. Et là, Paris Première l'a fait pendant un immense cycle. Et là, ce dimanche 5 février, vous avez les héros de Télémark. C'est un film d'Anthony Mann avec Kirk Douglas, donc c'est un vieux film. Ah oui. Et ce qui est génial avec Paris Première, la semaine dernière, je vous ai dit tout le bien que je pensais de Polar Plus, là je peux le dire un petit peu de Paris Première, c'est que c'est une chaîne qui, et beaucoup, en fait, aimerait qu'elle soit switchée avec Sister et qu'elle soit sur la TNT gratuite.
Sister, c'est la chaîne 22, Mm. et c'est une chaîne qui est en clair sur la TNT, qui a donc beaucoup d'enjeux financiers, Oui. et avec laquelle M6 est très prudent. C'est-à-dire qu'il y a des films le soir, régulièrement, ça c'est chouette. Il y a même des films, on en a eu l'après-midi en période de Noël, mais sinon, on va dire que c'est La Petite Maison dans la Prairie, Dr. Queen, Femme Médecin, Notre Belle Famille, des vieilles séries M6 qui tournent en boucle, Pour être sûr de faire un minimum. pour être sûr d'avoir un minimum d'audience. Mm. Pareil première, alors, moi ce que j'aime bien depuis mardi dernier, c'est que j'avais oublié que de 7h à 10h, il y a Caméra Café tous les matins. Donc maintenant, je déjeune devant Caméra Café. Alors, 7h, 10h, Caméra Café, 10h, 13h, Kaamelott. Donc vous avez l'occasion de revoir Très ces bien. grands classiques. Moi, en journée, il y a aussi des séries M6 qui sont rediffusées, mais des séries qu'on a moins l'habitude de voir, comme Numbers. Je sais pas si vous vous rappelez de très cette bien, série ouais, chouette. qui passe en journée. Et surtout le soir, eh bien, ils osent mettre en prime time du théâtre. Il y a énormément de théâtre sur Paris Première. Il y a la revue de presse du théâtre des Deux Ânes qui est diffusée régulièrement le lundi. C'est, on va dire, des chansonniers qui sont très critiques sur les politiques et le pouvoir. Et D'accord. ça, c'est vraiment assez... c'est chouette, quoi, je trouve, de passer ça. Il y a les grosses têtes. Il faut rappeler que les grosses têtes, ça Ah passe oui, sur c'est France vrai. 2 quand c'est à la télé. Mm. Mais la RTL est une radio du groupe M6. Et donc, la captation des grosses têtes, là, ce soir, à l'heure où on enregistre, le 30 janvier, il y a les grosses têtes qui sont diffusées en prime time. Et on a donc énormément, et on a des émissions culturelles. On a Laurent Ruquier qui a sa fameuse émission Club Première qui passe également le soir. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens se disent, bah ouais, on aimerait autant que Sister soit payant et Paris Première, mais évidemment, il y a moins d'enjeux d'audience, même si cette chaîne, historiquement, est une des chaînes de Canal ou des box qui fait le plus d'audience. Mm. Donc, ça fonctionne bien. Et c'est bien, je trouve, ce cycle-là, encore une fois, qui met en avant des films un petit peu différents. Alors, le 12 février, ce sera Babylon AD. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. On est De plus trop- Kassovitz. Voilà, on n'est plus trop dans le film de guerre. Ouais. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous dire un petit mot sur cette chaîne. On repasse du côté de TF1, du coup, et on va parler d'une émission qui a eu du succès, peut-être, un petit peu, et qui revient. Oui, alors Une famille en or, je vais être très bref, puisque c'est une brève. On a très peu d'infos, mais elle a plutôt bien marché, l'émission sur Astérix. Et du coup, eh bien, Camille Combal va revenir avec une émission spéciale qui mettra en avant une émission culte, là aussi, la Star Academy. Donc, tous les candidats seront des candidats de la Starac. Je pense qu'il y aura un mélange d'anciens candidats et de nouveaux candidats. C'est pas tourné encore. On n'a pas de date de diffusion. Sans doute fin février, début mars. Mais c'est pour dire que voilà, ça a marché avec Astérix et du coup, il continue. C'est quand même fou ce petit secret de Polichinelle autour de la nouvelle saison de Star Academy. Ils font tout pour que personne n'oublie, et finalement, voilà. ils annoncent toujours pas qu'il y aura une nouvelle saison. Oui, alors qu'on sait très bien qu'à l'automne, elle va arriver Voilà. pratiquement sans aucun doute. Dans tous les cas, pas de jaloux, on passe du côté de France Télévisions, et tu vas nous parler de la nouvelle série événement, L'Abîme. Là, cette série, L'Abîme, effectivement, elle nous est vendue par plein de journalistes spécialisés comme le phénomène série de France Télé. Et on nous dit que vraiment Ça peut France pas être Télé... mieux que Vortex, de Alors, toute façon. faut qu'on parle de Vortex C'est dans vrai, une on émission. vous parlera mais de Vortex. c'est avec Vortex, on a adoré. Et là, j'ai des proches qui sont en train de la regarder et qui adorent aussi. Et justement, on nous dit que après Vortex en janvier, France Télé tape encore très très fort avec du très 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 haut niveau, point de vue série. Alors là, le pitch est un peu plus classique, hein. Je vous lis ce qu'il y a dans mon magazine télé que j'ai sous les yeux, Télé Loisirs pour ne pas les citer. Direction le sud de la France, où vivent Laurent et Elsa Lacaze, architectes et agents immobiliers. Heureux parents d'une ado en pleine rébellion contre sa mère. Une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire jusqu'à la disparition soudaine donc de la fille Elsa. Alertée, la gendarmerie met rapidement en place un protocole de disparition inquiétante. Terriblement anxieux, père et fille... Je me suis trompé, c'est la mère qui disparaît. Je recommence. Je lis ce qu'il y a écrit dans mon télé loisir. Direction le sud de la France où vivent Laurent et Elsa Lacaze, architectes et agents immobiliers, heureux parents d'une ado en pleine rébellion contre sa mère. Une vie tout ce qu'il y a plus ordinaire jusqu'à la disparition soudaine de la maman. Elsa, on pourrait s'attendre que ce soit la fille qui disparaisse, mais non, c'est la maman. Et du coup, père et fille vont se mettre à enquêter avec les gendarmes et vont se rendre compte que la maman, finalement, elle n'avait pas une vie si rangée que ça. D'accord. Et ce qui est vraiment mis en avant et que j'ai entendu dire partout, donc on va faire confiance à tout ce qui est dit, c'est déjà le cadre. C'est tourné du côté des gorges du Verdon, dans le sud de la France, dans des coins magnifiques. C'est visiblement extrêmement bien filmé, tout comme Vortex. Il y a un vrai travail de photographie, de réalisation. Ah, super. Et avec un scénario à tiroir avec plein de rebondissements très intéressants. Donc ça commence mercredi 8 février sur France 2. Ce sera sans doute sur France.tv en intégralité dès le début. Tout à fait. J'ai pas pu l'avoir encore puisque c'est pas encore en ligne, mais je vous avoue que d'ordinaire, je laissais un peu passer ce genre d'infos, mais là depuis Vortex, je me dis il faut vraiment donner sa chance aussi aux séries qui passent à la télé, et du coup je vais regarder ça avec attention. C'est 6 épisodes, comme Vortex, c'est une mini-série, comme Vortex, il y aura sans doute pas de suite, donc c'est un one-shot, mais qui vaut sans doute le coup d'être vu, donc j'ai hâte de voir ça mercredi 8 février. Mais c'est vrai qu'on se cale un petit peu sur
sur cette catégorie-là, parce que, vous le savez, sur les réseaux sociaux, on vous parle énormément de Netflix, de Prime, même d'Apple TV+, ils ont énormément d'impact, de Disney+, aussi, ils font énormément de communication via les réseaux sociaux, puisque ce sont des plateformes, ils n'ont pas de linéaire, et encore, on a des pubs pour ces plateformes-là à la télévision, Ouais. mais c'est vrai qu'on aime bien vous conseiller ces séries-là, parce qu'elles ont leur chance. On vous conseille aussi les séries qui sont sur Arte, En Thérapie, Ouais. 10% sur France Télévisions, qui est une série Bien extraordinaire. sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vraiment, les séries françaises ont quelque chose à donner, alors pas toutes, comme les séries américaines, hein. Ouais, Toutes bien les sûr. séries américaines ne sont pas bonnes à voir, et là c'est la même chose. Voilà, donc on vous conseille quand même d'être curieux et d'aller voir ça, et moi je vais m'y intéresser aussi, parce que c'est vrai que Ouais. Vortex m'a vraiment séché, et ma compagne aussi, donc c'est Ouais. vraiment chouette. Rappelons Les Combattantes, on en parlait tout à l'heure, hein, Les Ouais. Combattantes qui est dans le top 10 des séries au monde les plus vues sur Netflix. C'est Ouais. une série TF1 qui est passée à la rentrée de septembre Ouais. de cette année, C'est ça. qui a fait de bonnes audiences, mais sans être des cartons absolus, mais ça cartonne actuellement aux États-Unis Ouais. notamment, quoi. Donc les Complètement. séries françaises, HPI aussi, qui fonctionne très très fort, donc donnez leur chance aussi à ces séries, C'est ça. produites pour la télévision. Eh ben écoute, on va regarder ce qu'on va regarder, du coup. On va regarder ce qu'on va regarder à la télévision cette semaine. Voici donc le programme télé, avec notamment une particularité, c'est que la zone A est en Et vacances oui, exact. à partir de cette semaine. Et ce qui est assez chouette, c'est que contrairement, alors toi, je sais pas, comme tu as grandi un peu en Belgique aussi, mais chez moi, quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui était, les gens de la province, entre guillemets, râlaient souvent, et à juste titre, c'est que les vacances de la Toussaint et de Noël, c'est les Je mêmes vois ce que dates, tu vas dire. Ouais. mais février et Pâques, les vacances sont en décalé Bien pour sûr. étaler la saison touristique. Et on disait tout le temps, moi quand j'étais petit, de toute façon, il y en a que pour les Parisiens. Il y en a que pour les Parisiens, parce que c'est vrai, il faut le dire quand même, il y avait un peu de mauvaise foi, mais quand même pas mal de réalité, que souvent, les dessins animés, les films pour enfants, etc., c'était C'est seulement période. pendant la période de vacances ouais. de Paris. C'est-à-dire de la zone C. Et bien là, depuis, on a quand même un certain rééquilibrage, même si vous allez voir que sur cette première semaine de vacances, alors en gros, la zone A, la grande ville de la zone A, c'est Lyon, la grande ville de la zone B, c'est Marseille, et la grande ville de la zone C, c'est Paris, même si avec Paris, voilà, il y a Bordeaux ou Toulouse, je sais plus, vu que moi je suis en zone A. Zone A, en gros, c'est une grande bande qui traverse la France du centre d'est en ouest. La zone B, c'est plutôt le nord et le sud, et la zone C, c'est le sud-ouest. La Corse, c'est Paris. Et là, en fait, on voit quand même que globalement, c'est assez rééquilibré, même si quand la zone A commence ses vacances, il y a un petit peu moins de films, parce que forcément, on peut le comprendre, pour les annonceurs, c'est plus intéressant quand deux zones se chevauchent. Bien sûr. Donc c'est plutôt les 2 semaines du milieu, c'est-à-dire les 2 semaines de la zone B qui vont être le plus couvertes. Voilà, on commence par notre duel du dimanche soir. Ouf, il n'y aura pas de finale de sport. Enfin non, j'étais très content, j'ai regardé le handball hier soir. Mais Ce c'est sera vrai donc que ce sera le dimanche 5 février. dimanche 5 Et février. dimanche 5 février, eh bien David, on va aller faire un tour en 2018. Puisque ce sera 2 films en 2018. Et sur France 2, on commence par ça parce que je sais que tu sais quel film va être diffusé. Ce sera Tomb Raider. Tomb Raider version 2018, on en parlait en début d'émission. Et ce Tomb Raider, donc, Avec Alicia Vikander. avec Alicia, c'est ce que je cherchais son Eh nom ben dans voilà. le programme télé, avec Alicia Vikander, qui a été relativement un semi-succès, semi-échec au box-office, ça n'a pas marché super fort, et c'est vrai que à la télé, on n'a vu qu'une seule diffusion qui avait fait 2,45 millions de téléspectateurs, et 11% de part de marché en 2021, mais ça avait été diffusé un mardi, pendant le couvre-feu. Ah. Donc là, comme c'était plutôt un bon score, 2,5 millions un mardi soir, France 2 retente le coup un soir. Et le film qui lui sera en face sur TF1, David, tu es vraiment un vrai expert télé, puisque tu l'avais vu venir. Tu nous l'avais annoncé il y a une quinzaine de jours, sans le savoir. Et moi, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Donc chapeau, franchement, tu deviens pointu sur la télé, ça fait plaisir. Le film de dimanche soir, il avait été déjà diffusé le 1er novembre 2020, pendant le 2e confinement, donc c'est important de le noter, puisqu'il avait fait 4,7 millions de téléspectateurs. C'est Ocean 8. Et pourquoi tu nous l'avais annoncé? Parce qu'en fait, sur TF1 Série Film, on nous a passé pendant 3 semaines Ocean 11, 12 et 13. Et tu nous avais dit, ça va peut-être se finir par Ocean 8. Je t'avais dit oui, peut-être. Mais j'étais loin d'imaginer, pourtant, ce qui est assez logique, que ça arrive sur TF1. C'est quand même des salauds, hein, parce qu'entre la récupération de la finale de handball et la récupération d'Ocean 8, alors que c'est les chaînes de la TNT du groupe de TF1... Alors, c'était voulu, je pense, par TF1. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont passé le début de la saga sur la chaîne numéro 20, qui leur appartient, et comme ça, ils s'assurent un matelas de quelques centaines de milliers de téléspectateurs qui, ayant vu les 3 premiers, vont vouloir voir la suite, et en même temps miser sur le fait qu'Ocean's 8, il n'y a pas besoin de voir les autres pour le comprendre, vu que c'est un spin-off. On rappellera, c'est une équipe 100% féminine, et du coup, voilà, c'est plutôt bien joué de la part de TF1. C'est vrai. C'est stratégiquement assez intelligent, et du coup, ils arrivent là, bam, avec Ocean's 8. Donc, duel du dimanche soir 100% féminin.
Oui, et 100% 2018. bien sûr. Donc le groupe j'allais dire de casseuses, mais non, de braqueuses plutôt, pour faire un casse, je me suis dit un casse, des Ouais, casseurs, ouais, des des casseuses, casseuses. c'est Bah un oui, peu oui, bizarre, bien mais sûr. braqueuses. Pourquoi pas. Le groupe de braqueuses va être en face de la plus grande aventurière du monde peut-être. Donc c'est un duel, alors à la fois 100% féminin, 100% 2018. 2018 et 100% blockbuster Ah oui, étranger. ah oui, oui, c'est Et clair. sans vous spoiler, j'ai déjà l'affiche J'ai déjà les chiffres. j'ai déjà non, alors j'ai pas les chiffres, mais j'ai déjà l'affiche de la semaine prochaine. Je vous la dirai pas, Ah, mais je sais, et ce sera complètement différent. ah, cool. Donc ce premier dimanche de vacances pour la zone A, les enfants, Ouais, pas ouais. forcément devant Ocean's 8. Tomb Raider, ça peut passer, même si ça Mm. peut y avoir des scènes un petit peu Peut-être plus sur les autres difficiles. chaînes. Mais peut-être sur les autres chaînes, notamment Arte, qui va diffuser le Robocop de Verhoeven. Bah oui, pour les enfants, oui. Alors, c'est pas pour les enfants du tout, mais moi je l'ai jamais vu. Ah, c'est Ça peut vrai. paraître fou, pourtant c'est un film fin des années 80, et je sais que ma génération a grandi avec, et moi je l'ai jamais vu. Eh bah, tu sais que ça a été mon premier film, ça a été mon premier trauma à la Ah ouais. télévision, parce qu'en fait, mon père enregistrait les cassettes, et en fait, un jour, en prenant une cassette au hasard, j'ai mis le premier Robocop, et il faut savoir que la première scène, la scène où il va devenir Robocop est très, très, très violente. Et bah, c'est du Verhoeven, hein. On voit Total Recall à l'époque, dans les années 80, c'était des films qui étaient très, très organiques. Oui. Et donc c'est vrai que voilà, en tant qu'enfant de 7-8 ans qui croise Robocop de Verhoeven, c'était assez trauma. Mais donc voilà, le conseillez pas forcément à vos enfants, mais c'est très bien de passer Robocop. Ouais, moi j'ai vraiment très envie de le... Enfin j'allais dire j'ai très envie de le voir, je ne le verrai pas puisque pour ne rien vous cacher, je serai au stade Vélodrome pour un match de foot dimanche soir. Je suis pas sûr que sur les écrans géants il passe Arte, mais s'il est disponible en replay, j'aimerais bien le voir. C'est 8 et là on sent qu'il passe plutôt des vieux films Oui. d'ordinaire le dimanche soir. Ce sera le cas aussi, mais là on sent quand même la patte de vacances puisqu'il passe un Louis de Funès. Ah. Il passe Le Petit Baigneur, je sais pas si tu le connais. Je ne le connais Moi, pas celui-là. j'ai grandi avec Le Petit Baigneur, Ah, c'est un d'accord. des films préférés de mon papa, avec le fameux Castagnier, c'est très drôle parce que c'est très incisif encore une fois. D'accord. C'est Louis de Funès qui en chef d'entreprise, veut licencier un de ses... il fabrique des bateaux, il veut licencier un de ses employés, et puis en fait, cet employé va gagner une course incroyable, et donc va devenir hyper bankable, et Louis de Funès fait tout pour le conserver dans son entreprise, il va essayer de devenir son ami, de l'inviter, etc. Et c'est très drôle, il y a d'excellents blagues, donc Le Petit Baigneur, dimanche soir. TFX, c'est Wasabi. Ouais, ils ont passé Banzai la dernière fois. Ouais, je préfère Banzai que Wasabi, un Wasabi avec Jean Reno et Michel Muller, c'est ça? Ouais, c'était Michel Muller, exact. Ouais. Personnellement, moi, j'avais pas aimé plus que ça, même pas du tout à l'époque. Et ça, c'est pour la petite anecdote perso. C'est le genre de comédie française fait sous cocaïne, un peu. C'est très speed comme ça, avec des blagues un petit peu bizarres. Moi, c'est pas trop mon truc. Ouais. Sur Gulli, Papa ou Maman, Oh, comédie pas très Gulli. Bah non, c'est pas très Gulli, ouais. Rappelons que Gulli appartient au groupe M6 ouais. et que c'est une comédie comédie M6. TF1 série film, ce sera Célibataire mode d'emploi, comédie romantique basique, on va dire, ça mais marche. efficace. Et sur Sister, Abyss. Oh. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Abyss? Parce que c'est James Cameron, Et le réalisateur d'Avatar. Et oui. du coup, ils tentent ce coup-là. Comme quoi, Sister, ils tentent des trucs quand même. Les gens, voilà, c'est pas Paris c'est Première, vrai, mais ils c'est tentent vrai. quand même des trucs. C'est vrai. Donc, à voir. Programme donc pas forcément hyper familial pour un premier dimanche très de complet, vacances, par mais contre. très complet, très différent, il y a un peu de tout. Ouais. Donc je pense que dimanche, on aura des belles choses à se mettre sous la dent. Là, dis pas que le David consulte son lundi et qu'il se dit mais qu'est-ce qui se passe le lundi 6 février? Comme d'habitude, je vais vous parler du film de France 3, qui sera d'ailleurs Les Souvenirs, avec Jean-Paul Rouve et Annie Cordy. C'est un film, c'est un drame, c'est pas très très drôle, Les Souvenirs, sur une dame qui commence en fin de vie à perdre la tête. Et là, qu'est-ce que je vois? Je regarde la caméra pour les gens qui sont en audio qui ne le savent pas. Qu'est-ce que je vois? TF1 qui nous remet un petit film le lundi soir. Et quel donc film qu'ils nous mettent? Astérix aux Jeux Olympiques. Mais non. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment qu'Astérix Mission Cléopâtre ce serait un one-shot. Eh bien non. Ils passent Astérix aux Jeux Olympiques misant sur le fait que c'est les vacances et misant sur le fait qu'ils veulent continuer à surfer et à ce que les gens aient envie d'aller voir en salle Astérix. Ouais. Ce qu'on peut comprendre, alors moi celui-là je l'aime pas du tout, mais j'avoue que c'est assez... Enfin je m'y attendais pas du tout à ce qu'il passe celui-là. Donc je suis allé fouiller un petit peu pour voir ce qui se passerait le lundi 13 février. Spoiler alerte pour la semaine prochaine, et ben il passe Astérix. Le lundi soir, mais il passe Astérix Obélix contre César. Le premier. Ah oui. Donc en fait... Ah mais je crois que la dernière fois que j'ai vu la diffusion de Les Secrets de Sa Majesté, il me semble que c'était sur France 2. Oui, c'était sur France 2. C'est France 2 qui a les droits de celui-là. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, dans l'ordre, ils passent... Alors, ils se suivent pas, mais ils passent 2, 3, 1. Oui. Je pense qu'ils misent sur Mission Cléopâtre, le plus populaire, pour faire aller les gens en salle. Et après, c'est les vacances. Donc, donc après, ils continuent sur du Astérix.
pour surfer aussi sur la durée du film, on rappelle que toutes les salles ne sont pas Bourbon-Lancier, n'ont pas en sortie nationale, n'est-ce pas? Pour une fois qu'on en a une, on est content. Non, on en a régulièrement, mais pour dire que voilà, c'est une stratégie de TF1, je pense, continuer aux gens envie d'aller le voir. Et enfin, moi, c'est l'inverse. J'ai regardé Astérix en salle, du coup, j'ai regardé les documentaires pour préparer cette émission. Et bien ce soir, à l'heure où on enregistre, le 30 janvier, je pense que je vais regarder Mission Cléopâtre parce que du coup, je suis à fond dans Astérix. J'ai envie de lire des BD et en fait, je pense qu'ils misent peut-être aussi un peu là-dessus. C'est gagnant-gagnant. Peut-être que des gens qui seront allés en salle et qui auront aimé celui de Guillaume Canet vont se dire bah tiens, si je regardais les Jeux Olympiques, si je regardais contre César, c'est juste que du coup, l'ordre est un peu bizarre quoi. Ils auraient pu faire 1, 2, 3, mais là, je comprends. Ils mettent le plus porteur la première semaine parce qu'on est hors vacances et qu'ils savent que c'est un peu casse-gueule, mais ils font plus d'audience qu'avec s'ils avaient passé le premier ce soir. Et après, ils misent là-dessus. Par contre, sur Arte, alors autant c'est pas un chef-d'œuvre du tout, hein, Astérix aux Jeux Olympiques, vous l'aurez compris, mais sur Arte, Les Sentiers de la Perdition, avec Tom Hanks, super, que j'adore. Franchement, Robocop et le lendemain Les Sentiers de la Perdition, ça a vraiment de la gueule. C'est chouette. La programmation cinéma d'Arte. On rappelle que Arte, en ce moment, dès qu'ils diffusent des films, ne sont jamais en dessous du million. Hein. Bah pratiquement, ouais. C'est vrai que ça marche vraiment, vraiment, vraiment très très fort. Et du coup, à côté de ça, on a notre duel de blockbusters, souvenez-vous, W9 TMC qui continue Star Wars, on vous l'avait dit la semaine dernière, avec Star Wars 7. Donc il y aura bien 7, 8 et 9, j'imagine. Ce qui est quand même pas mal. À moins que TF1 reprenne le 9ème. Ouais, c'est pas impossible encore, hein. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que ce sont des... Pour des chaînes de la TNT, Star Wars 7, je suis hâte de voir ce que ça va donner comme score. Ouais, tout à fait. Et W9 joue la carte de la contre-programmation, puisqu'elle proposera Rasta Rocket en face de Star Wars, ce qui est du coup complètement différent. Et voilà donc pour notre lundi soir, c'est vrai qu'entre Astérix, Les Souvenirs, Les Sentiers de la Perdition, Rasta Rocket et Star Wars 7, c'est des publics complètement différents. Et on voit quand même que mine de rien, TF1 se concurrence elle-même, puisque Astérix face à Star Wars 7, c'est des films qui sont quand même une base de public qui peut être assez importante. Surtout celui-là d'Astérix. Ouais. Bon, dans tous les cas, ils y perdent rien. Non, ils y perdent rien. De toute façon, c'est clair. Mardi 7 février, on commence, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de France 2, qui va vous diffuser un documentaire, un film documentaire qui n'est pas sorti en salle, mais qui a eu énormément de très belles critiques. Ça s'appelle Royaume de glace arctique. Et c'est la première fois vraiment que le pôle Nord est filmé de telle manière. C'est un documentaire animalier. Et qui visiblement n'est pas trop... Alors, c'est important de parler du réchauffement climatique, mais c'est vrai que parfois, les gens, si c'est trop anxiogène, avec ce fameux sentiment qu'on appelle la dépression climatique, hein, les gens qui dépriment à cause de tout ça. Là, c'est vrai que apparemment, c'est un peu plus... ça voit un peu plus le bon côté des choses, on va dire, sans nier l'urgence climatique. Et c'est un documentaire vraiment qui a l'air splendide. On m'a dit vraiment que rarement ça avait été aussi bien filmé... cette partie du monde, donc je me permets de vous en parler même si c'est du documentaire. Sur Canal+, ce sera la première diffusion d'À plein temps, un film qu'on avait beaucoup aimé ici avec Laure Calamy, qui court. Très fatigant comme film. Très fatigant, je me rappelle que tu m'avais dit avoir été épuisé en sortant de la salle. J'étais épuisé en sortant. Moi je l'ai pas vu, mais voilà. Sur C8, un western qui s'appelle Rio Lobo. Je ne sais rien de ce film, sinon que ça ressemble à Rio Borvo, notre salle, et que je trouvais ça rigolo. Sur TFX, j'avoue que c'est un petit plaisir coupable, même si j'ai de plus en plus de mal avec ce terme, parce qu'après tout, si on aime un film, on aime un film. Ah, bien sûr. C'est Jackpot. Jackpot, c'est une comédie romantique avec Ashton Kutcher et Cameron Diaz. Et bah oui, j'ai vu. Et tu sais quoi, j'avais l'affiche en tête, je me suis dit non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'avais trouvé le Blu-ray dans un magasin d'occasion à 50 centimes. Et je l'ai regardé, c'est une anecdote perso, mais la veille de mon entretien d'embauche pour le boulot que je fais maintenant. Et ça m'avait bien vidé la tête. C'est une comédie romantique à la Pauly et moi, un peu style ce qu'on pu faire les frères Farelli, mais c'est une comédie romantique classique, mais assez efficace. Alors que sur NRJ12, c'est tout chousse avec José Garcia, qui est un peu moins inspiré. Voilà, c'était juste un petit mardi de cinéma, mais je vous en parle TFX parce que TFX, on en a parlé à chaque fois dans cette émission. Ils avaient fait les 2 Hobbit. La semaine dernière, c'était Bruce Tout-Puissant. Et on n'a pas les audiences puisque à l'heure où on enregistre, c'est lundi et qui passe demain soir pour nous. Et donc là, ils continuent avec Jackpot, ce qui est quand même un peu moins porteur que Bruce Tout-Puissant et le Hobbit. Donc à voir ce que ça donnera. Mercredi, l'Abîme sur France 2, donc. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On va voir le score en audience. Moi, je pense que ça peut cartonner parce que les gens adorent les polars à la télé. Et que si en plus c'est bien fait, et puis si en plus les gens ont écouté Critflix, ils vont forcément aller voir ça. Sur France 3, à noter une affiche de foot OM-PSG. C'est pas la première fois France 3 là depuis quelques semaines du foot. Hein. C'est la Coupe de France et c'est France Télévisions qui a les droits. C'est fou. Alors je serai à Marseille cette semaine-là, mais je ne serai pas dans le stade parce que PSG ça peut être un petit peu chaud. Mais pour dire que je le signale parce que ça va être, je pense, point de vue audience, c'est un marqueur. Hein. Quand il y a du sport, quand il y a du sport et pas de sport, ça change beaucoup de choses. Donc c'est pas du cinéma, mais je le note. Par contre en cinéma sur Arte, on aura Les Innocentes
un très très beau film arrêt essai qui était sorti il y a quelques années, qui raconte Oui. l'histoire. Ça se passe dans un couvent Mm. avec des sœurs qui ont été violées par des religieux ou d'autres personnes et qui du coup se retrouvent enceintes Mm. et qui doivent accoucher au sein de leur communauté religieuse. C'est un film très dur qui à l'époque avait fait quand même un petit peu de... Voilà, d'Anne Fontaine, grande réalisatrice. Ok. Voilà. W9, Inséparable, avec Alban Ivanov et Ahmed Silla. Une comédie qu'on avait passée ici en salle, que j'avais vue et que j'avais trouvée assez moyenne, mais produite par M6, qui doit avoir en fait, des obligations. Ouais, des obligations. Je lisais récemment ce que TF1 par rapport à Aline. Si vous vous souvenez d'Aline, le film sur Céline Dion, eh bien TF1 en fait s'est engagé à tant de diffusions sur TF1 et une sur TMC. Okay. Et je pense que c'est peut-être la même chose. Il y en a sur M6. M6 l'a passé il y a pas très longtemps pendant les fêtes. Et là, j'aime pas le mot le recycle sur W9, mais c'est un petit peu ça. Sur TMC, je vous le note aussi parce que TMC carton d'audience tous les mercredis soirs avec la 7ème compagnie. Et ben là, c'était vraiment, on va dire, juste pour passer la 7ème compagnie, pour gagner des sous, je pense, pour avoir des gros contrats pubs parce qu'ils enlèvent le cinéma. C'est Jérôme Commandeur en spectacle, par contre. Oui. Donc voilà. On reste sur de la comédie. On reste sur de la comédie, sur l'humour, mais c'est marrant de se dire qu'ils ont dégainé du cinéma juste pour la 7ème compagnie, qui fait 100 millions et quelques toutes les semaines. Et voilà. Ces stars, c'est Ninja Turtles de Michael Bay. Voilà. Et sur Sister, j'ai noté Meurtre Parfait. J'imagine que c'est le titre du film, mais je sais même plus ce que c'est. C'est vous dire, ouais, c'est ça, Meurtre Parfait. Voilà, avec Michael Douglas et Gwyneth Paltrow, un film de 1998 qui est en fait un remake d'Hitchcock et paraît-il assez bof. Assez moyen. Jeudi soir, sur M6, Bridget Jones Baby. La semaine dernière, on vous avait annoncé les 2 premiers Bridget Jones. Assez surprenant de voir M6 qui... agréablement surpris, mais M6 qui passe très rarement du cinéma, qui là bombarde et en passe partout. C'est bien. Donc c'est bien et ça marche. Donc on va voir si Bridget Jones fonctionne. TMC passera le jour d'après de Roland Emmerich, si je dis pas de bêtises. En 2004, ça avait été un carton à l'époque en salle en France. On se souvient même Chimène Badi, je sais pas si tu te rappelles, qui avait fait la chanson en français. La chanson titre du film avait été traduite et elle l'avait chantée et le single avait été dans le top des ventes en 2004. Faut dire à l'époque où vraiment les films, je trouve que c'est symptomatique d'une époque où il y avait beaucoup moins de films catastrophes, il y avait beaucoup moins de blockbusters, et quand un blockbuster américain arrivait, et ben en fait le merchandising français explosait. On avait des affiches, je me souviens, moi j'étais au lycée à l'époque, dans les grandes villes, le jour d'après, il était partout. Il y avait eu ce single qui avait cartonné, ils avaient traduit la chanson en français, ils avaient invité des doubleurs dans les émissions de télé, c'était fou quoi. Alors que aujourd'hui le blockbuster il est banalisé chez nous, on n'en a pas un par semaine, mais pas loin. Et j'ai toujours ce souvenir quand je pense à ce film, assez intéressant, je trouve, marqueur d'une époque. Et TF1 Série Film, ce sera Valentine's Day. Rappelons qu'on sera le 9 février. C'est un film qui est diffusé pratiquement tous les ans au moment de la Saint-Valentin. Forcément. C'est dans la veine de Love Actually, c'est pour le réalisateur qui fera quelques années plus tard Happy New Year. Voilà, un film choral, on va dire, sur la fête de la Saint-Valentin. Et là où je suis surpris, c'est quand on arrive au vendredi 10 février. Vendredi dernier, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit qu'il y avait, je vais y revenir dans mes audiences, il y avait un film sur M6, il y avait un film sur France 5, il y avait un film sur C8, il y avait un film sur TMC, il y avait un film sur Gulli, il y avait un film sur TF1 Série Film, hors vacances, et là il n'y a plus que 3 chaînes pendant les vacances qui passent du cinéma. C'est simple, j'ai encore mon petit programme télé sous les yeux, mais pour vous donner un ordre d'idée, on va toujours avoir un film sur M6, mais par exemple TMC va passer 90 minutes enquête. Gulli va passer rénovation surprise du changement à la maison. TF1 Série Film, qui a cartonné, je vous dis, avec Godzilla, puis après qui a moins bien marché, va passer une série, Love Life. Voilà, c'est assez surprenant, mais tout à coup, pratiquement plus de cinéma. Mais alors, on va commencer par Canal+, peut-être, son blockbuster du vendredi. On était très enthousiaste la semaine dernière avec Bullet Train. Je le serai un peu moins cette semaine, puisque leur blockbuster de la semaine, ce sera Menteur. Menteur qu'on a diffusé cet été avec Tarek Boudali, qui... C'est par le réalisateur des Tuches. Ouais, voilà, et c'était mi-drôle, c'était un peu curieux, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, ça m'avait pas convaincu. Sur France 5, ce sera 7 ans au Tibet. Donc, quand même, France 5, ils passent qu'un film par semaine, mais ils envoient avec 7 ans au Tibet. Donc, quand je vous ai dit qu'il y aurait que 3 chaînes, je pensais Canal. Donc, c'est-à-dire chaîne payante. En chaîne gratuite, il y en a que 2. Il y en aura donc que 2. France 5 avec 7 ans au Tibet et M6. Alors là, pas bête, hein, M6, ce sera le début de la 2e semaine de vacances, donc pour la zone B, pour Marseille, pour le nord et le sud, en fait, qui va passer Vaiana.
Donc bien. ça, je trouve que c'est génial parce Ouais. que la zone A sera encore largement en vacances, Bravo. encore plus d'une semaine de vacances. Ouais. Les autres vont commencer les vacances. Et puis pour ceux qui ne seront pas en vacances, les Parisiens, ce sera tout simplement le moment le week-end. Mm. Donc ils pourront tout à fait voir ce film. Et donc ce sera Vaiana sur M6. Oui, il est peut-être bientôt fini ton film, non? 2h17, non? Il fait pas un truc comme ça? 2h09, il fait. De toute façon, là, c'est la fin. Ouais, j'arrive. Il reste 20 minutes. Ah, bon. On y va. Et donc vendredi soir, Vaiana, je trouve ça vraiment chouette parce que pour se retrouver en famille, rappelons que c'est un grand classique Disney sorti en 2016, il n'est pas très vieux, et je pense que pour se retrouver en famille, pour un début des vacances, pour un milieu de vacances ou pour un week-end, c'est vraiment chouette. Ouais. Donc merci M6 de nous proposer ce film-là, puisque les autres ont déserté, et alors c'est vraiment une soirée cinéma, puisqu'à 23h, c'est très bizarre, c'est TF1 qui avait les droits jusqu'à présent, ils ne les ont plus, mais à 23h, ils m'ont proposé le flic de Beverly Hills 1. Ah bon? Le tout premier flic bah de oui. Beverly Hills, ça paraît bizarre. Alors, surtout aux dernières vacances. Je me demande, c'est pas aux dernières vacances Oui. où ils ont rediffusé, mais c'est les chaînes TF1 ouais, qui ont c'était diffusé. Ouais, c'est ça, qu'il hein. a été diffusé ailleurs. Et là, le premier flic de Beverly Hills à 23h. Donc assez curieux. Bah oui. M6 qui passe du cinéma en deuxième partie de soirée, ça arrive quasiment jamais. Mais là, Bon, bah écoutez, écoute. pourquoi pas. Et à minuit 55, il diffuse le film Un prof pas comme les autres 2. Ah, Je sais pas ce que c'est. bah alors le premier, je sais que je l'ai passé moi à l'époque au multiplex, c'était plutôt assez sympa. C'est un film allemand sur un prof, c'est un ancien voleur qui devient prof mais oui, pour voilà. trouver un trésor dans une école qu'il a enterré quelques années plus tôt, quelques mois plus tôt. Ouais, voilà. Et donc, il y en a 3. Le premier est de 2013, et là, c'est le 2 de 2015. D'accord. Ce sera en rediffusion. Et donc, il y a du cinéma jusqu'à 3h du matin. Vaiana, 21h à 23h. Le flic de Beverly Hills, 23h, 1h du matin. Et Un prof pas comme les autres 2, 1h, 2h45 du matin. Assez surprenant, mais je me dis, c'est vrai que le flic de Beverly Hills, je pense aux ados, aux lycéens, peut-être Ouais. qui seront en vacances, Ouais. et qui ont envie de se voir c'est pas un classique. classique du cinéma, Ah, mais c'est culte. c'est culte, voilà. Ouais. Et je pense que ça peut être très sympa. Mais d'ailleurs, je l'ai revu il y a pas longtemps et le début est quand même assez violent. Hein. Je veux dire, il y a son Ouais. collègue qui se fait tuer et tout. Enfin, il était assez. C'était la belle époque. J'ai vu que le 3. Et je suis en train de me dire, alors même si je vais prendre le train très tôt le matin, Ouais. je serais peut-être fatigué, mais je me demande si je vais pas me laisser tenter par le découvrir. Je me dis bah, déjà de faire de l'audience un peu à la chaîne, et pourquoi pas essayer de le découvrir. Mais alors, vraiment, mon coup de cœur de la semaine télé, et je m'arrêterai là donc pour cette émission, c'est sur Arte, vendredi soir en deuxième partie de soirée. Vous allez avoir toute la vérité Avatar meurtrier, un téléfilm allemand en première partie de soirée, mais à 22h30, vous allez avoir le documentaire Retour vers le futur, Voyage dans le temps, American Dream et Rock'n'Roll. Un documentaire inédit sur le film Retour vers le futur et son impact sur la société C'est trop américaine, bien. sur la manière dont la saga s'est intégrée dans la culture américaine, comment elle s'est inspirée de la culture américaine, comment de base Robert Zemeckis ne s'attendait pas du tout à ce que ça marche, Bah ouais. et comment ça a cartonné, et comment ça a même eu un impact sur la société après. Donc je trouve ça vraiment C'est génial. Ah ouais, c'est chouette. Ça dure 50 minutes, donc c'est pas très long. À voir en replay si vous voulez voir le flic de Beverly Hills, puisque c'est plutôt à la même heure, mais c'est à 22h30 et à 23h20. Vous allez avoir là une rediffusion d'un documentaire qui s'appelle E.T., un blockbuster intime, et qui va raconter les coulisses du film de Steven Spielberg. C'est chouette. Juste Donc, avant la sortie de Fablesman, ouais, c'est une ouais, bonne ouais. idée. Ouais. Je me dis, des documentaires sur le cinéma à la télé, il y a eu Mhm. le fameux documentaire sur la Boom en prime time sur France 5 il y a quelques semaines qui avait bien marché. Ouais. Et là, se dire qu'Arte va proposer, quelque part, c'est un peu des bonus de DVD de Blu-ray, Bah ouais, c'est ça, j'exagère, c'est chouette. mais Ouais, vraiment des documentaires sur le cinéma, je trouve ça très très chouette. Mais d'ailleurs, je crois qu'avant de clôturer l'émission, on avait une question d'une spectatrice. Oui, tout à fait. Alice qui nous a demandé, parce que vous pouvez poser des questions du coup sur Ouais, Instagram, n'hésitez Twitter, on vous met une story, et puis si vous voulez en poser le reste de la semaine, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et Alice nous demandait comment on comptait les audiences en fait de télévision et comment ça se passait maintenant. Il me semble qu'il y avait une histoire de boîtier à une époque. Ouais, alors c'est toujours le cas, hein. Quand on vous dit qu'un film a fait 5 millions de téléspectateurs, on se base sur un panel de téléspectateurs. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont relativement précis, mais qui ne sont pas vraiment exacts. Parce qu'en fait, chez eux, sur la base du volontariat, des dizaines de milliers de Français ont un boîtier médiamétrie. C'est une petite boîte qui, quand ils allument leur télé, ils mettent TF1, eh bien, médiamétrie saura le lendemain qu'ils avaient TF1. C'est-à-dire que chez vous, si vous passez par la TNT et que vous regardez un film un soir, sans boîtier, votre vision n'est pas décomptée. Ça, c'est important de le noter.
Donc, en fait, voilà, c'est un panel, hein, c'est-à-dire qu'il y a autant de boîtiers chez des ouvriers que la proportion d'ouvriers dans la population française. D'accord. Il y a autant de panels chez les 4-10 ans que de la proportion... Enfin, voilà. Ah Si, oui. je vais dire n'importe quoi, les chiffres sont faux, mais s'il y a 10% de la population française qui a entre 10 et 20 ans, il y a forcément 10% du panel médiamétrie qui aura le boîtier. Mais ça veut C'est-à-dire dire que si la personne change de situation, soit financière, soit Ouais, familiale, ouais. elle peut devoir rendre le boîtier. Elle peut devoir rendre le boîtier, ou alors elle sera comptabilisée dans une autre catégorie, Ah oui. et là, il faudra qu'on retrouve une personne de sa catégorie pour avoir le boîtier. D'accord. Donc on a un panel comme ça de dizaines de milliers de personnes qui ont ça, mais depuis quelques temps maintenant, on a aussi les chiffres des box internet, et donc des gens qui regardent via leur box. Et là, pour le coup, c'est pas un panel, c'est vraiment tous les gens qui ont une box. Donc si vous regardez via MyCanal, via Orange, via SFR un film, là, votre audience est comptabilisée. C'est pour ça que moi, maintenant, à la maison, j'ai toujours ma TNT, j'ai toujours mon antenne râteau, mais je regarde souvent les chaînes de télé via MyCanal pour avoir cette audience comptabilisée. Bah oui. C'est important de le dire parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est des chiffres qui sont très précis, mais qui sont pas exactissimes. Mais par contre, c'est vrai que ils ont fait des tests médiamétrie. Enfin bon, bref, on peut rentrer dans les détails, mais si l'ensemble de la population était comptée, on est dans une marge d'erreur extrêmement faible, donc c'est très très fiable. Ouais. Rappelons par contre que pour la radio, c'est différent puisque c'est du déclaratif. Pour la radio, médiamétrie fait passer j'en ai fait partie, je le racontais tout à l'heure en off à David, choisit un panel de personnes suivant leur métier, leur âge, leur catégorie socio-professionnelle donc, et leur demande tous les soirs de renseigner: avez-vous écouté la radio de telle heure à telle heure, quelle radio, quel programme. Moi je me souviens d'avoir dit qu'un samedi j'ai écouté RTL de 9h à 10h. Que faisiez-vous pendant ce temps-là? Où étiez-vous? Étiez-vous chez vous? Étiez-vous en voiture? Étiez-vous au travail? Voilà, etc. J'ai écouté RTL de telle heure à telle heure, c'était tel programme. Puis j'ai rallumé ma radio dans la voiture, c'était Fusion FM, la radio locale, etc. Donc, c'est que du déclaratif, si bien qu'il y avait une petite polémique. Alors, je ne veux pas citer de radio pour pas me tromper, mais c'est une radio musicale qui avait demandé à ses auditeurs: si Médiamétrie vous appelle, dites que vous nous écoutez. Qui avait demandé à fausser les chiffres. Et du coup, cette radio s'était vue affublée d'une amende et s'était vue retirée du sondage. On pouvait plus dire qu'on l'avait écouté. Je sais plus quelle radio c'était, donc je voudrais pas dire de bêtises, c'était une radio jeune. J'hésite entre deux, donc je ne dirais pas, mais il y a eu un vrai scandale, parce qu'elle avait dit à votre famille qui nous écoute, pour donner les chiffres. J'ai entendu parler de ça. Et ce qui fait d'ailleurs, comme c'est du déclaratif, que certaines radios, des grandes radios pourtant, alors plutôt musicales, se retrouvent parfois avec 0% de part d'audience. Alors que... Parce que personne n'a dit le soir qu'il écoutait, je sais pas, Virgin Radio ou Fun Radio ou je sais pas quoi, parce que c'est plutôt des radios musicales, c'est plutôt des jeunes qui écoutent, qui sont pas dans le panel, etc. Et on se retrouve parfois en radio avec des audiences à 0, ce qui en télé n'existe pas, ou presque, parce que Médiamétrie mesure aussi les programmes de Canal et des chaînes, on va dire, ex-Canalsat, et Médiamétrie regarde les audiences aussi la nuit, par exemple. Et bon, bah, c'est vrai que parfois, sur une toute petite chaîne, on parlait de Polar Plus ou des choses comme ça, de 2h à 4h du matin, bah, il peut qu'il y ait personne, ou 2 ou 3 personnes du panel qui soient devant. Mais voilà, en tout cas, comment on calcule les audiences télé et radio. Eh ben écoute, ça clôture cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations. On a été ravis de vous parler d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sort du coup le 1er février. Donc normalement, il est sorti depuis quelques jours quand vous écoutez ce podcast ou que vous nous regardez du coup sur YouTube. Je suis très mauvais à ce jeu-là, je devrais le faire en début d'émission, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, ça nous aide beaucoup, ça permet de nous améliorer, donc voilà, foncez dans la barre des commentaires, mettez-nous un petit pouce vers le haut, et on apprécierait grandement. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour de nouvelles infos, et puis pour un nouveau sujet. Merci à tous. À la semaine prochaine.